quand tu te rends compte que tu peux gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier, mensuellement, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrête ? Il n'y a que les banques qui t'arrêtent en fait. 19 ans, Alexandre, t'as investi dans ton premier appart. 22 ans, 23 ans, du coup, tu suis. 5-6 ans plus tard, aujourd'hui, plus de 30 biens immobiliers. Clairement, à ce moment-là, on fait un péché d'orgueil. Et à ce moment-là, tu sais ce que tu fais. Ils ne savaient rien de ce qu'ils disaient. Il y a aussi eu des investissements qui sont moins bien passés. J'étais comme ça, je me chiais dessus. Si c'était à refaire, en vrai, je le ferais. Fin janvier, je crois qu'on signe la maison. Et là, Et finalement, vous arrivez avec une méthode avec laquelle vous arrivez à générer entre 1200 et 1500 euros de cash flow net par mois, avec un bien à moins de 100 000 euros. ils nous ont fait acheter la maison comme couple marié. En fait, t'as aucun risque à faire cette stratégie. Et d'ailleurs, pourquoi Airbnb s'y met ? C'est parce que la typique, ça cartonne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode du Scaling Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alexandre et Anthony. Salut les gars. Salut Moad, merci pour l'invitation. Yes, salut Moad, on est content d'être ici. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je suis hyper content de vous avoir aujourd'hui sur le plateau parce qu'on se connaît, on a été amenés à bosser ensemble. Bon, c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Vous avez investi dans plus d'une trentaine de biens immobiliers en France et à l'étranger, aux États-Unis, à Bali. Vous êtes arrivé avec un concept qui a complètement disrupté le marché de l'immobilier, les logements atypiques. Vous avez connu une croissance explosive sur les 12 derniers mois sur les réseaux sociaux. C'est ça. On est là pour parler de tout ça aujourd'hui ensemble. Pour commencer ce podcast, est-ce que vous pourriez vous présenter, les gars ? Ouais, alors je sais pas qui commence. Allez, vas-y Alex, ouais. on est au petit frère. Ok, super. Si ça se voit pas, on est frères avec Anthony. Toi tu le sais, mais pour tes auditeurs. Donc moi je suis le cadet, je suis le petit frère. Pour me présenter un petit peu, voilà, parcours assez chaotique au niveau de l'école. J'étais pas scolaire. Ça a toujours été très problématique pour moi. J'arrivais pas à me retrouver dans ce cadre un petit peu classique dans lequel on m'avait mis en fait. Donc enfance, je dirais pas difficile parce qu'on a eu énormément d'amour avec nos parents, avec Anthony, mais difficile vraiment sur le côté scolaire parce que je comprenais pas, je savais pas comment me trouver. Enfin vraiment, j'étais un peu gros aussi quand j'étais jeune, tu vois. Donc vraiment très très compliqué quand j'étais très jeune. Et j'avais justement en parallèle, j'avais Anthony qui était bon à l'école, qui était plutôt bon en tout. Alors moi j'étais bon en sport, un peu moins que le frangin, mais tu vois j'étais toujours un peu moins. Et du coup c'était pas évident à vivre. On a une petite sœur aussi avec Anthony, donc j'étais au milieu. Pour me présenter un petit peu rapidement, donc ça c'était au niveau de mon enfance. Ensuite, en grandissant un petit peu, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des possibilités, notamment on le verra après avec l'immobilier. Et donc du coup, compliqué pour moi jusqu'au bac, je dirais. Bac STMG que j'ai eu ras les pâquerettes. Toujours pareil, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ça va être compliqué. J'avais juste un petit espoir, c'est qu'en fait notre père avec Anthony est commercial et c'était je suis son double un petit peu. Okay. Quelqu'un de pas du tout scolaire, il a pas eu le brevet, enfin tu vois le gars. Mais notre père était commercial, il s'en sortait bien dans la vie et justement je comprenais que mon père s'en sortait plutôt bien dans la vie par rapport à certaines personnes qui avaient énormément d'études. Donc c'était un petit peu la roue qui me raccrochait. Et en plus de ça, on avait le même tempérament un peu explosif. Donc du coup, je dirais que c'est vraiment la lumière que je voyais un petit peu au bout du tunnel. Et du coup, en fait, gamin, en fait, je voulais faire comme lui. Et en fait, je lui rabâchais, papa, je vais faire comme toi, je vais faire comme toi. Et lui, il a tout fait pour pas que je fasse comme lui. Parce que commercial, c'est quand même un métier chronophage, c'est quand même pas évident au niveau mental. Et donc, il le savait. Donc, il a tout fait pour pas que j'y aille. Et comme je le dis souvent, papa, t'as réussi. Si je suis là, c'est que je suis pas commercial. Mais par rapport à ça, du coup, je me suis orienté sur un BTS profession immobilière, Okay. du coup, que j'ai fait en alternance. Donc j'avais vraiment cette volonté, moi, de gagner de l'argent, de sortir vraiment de ce cadre scolaire, parce que à 18 ans, je voulais pas être dépendant de mes parents aussi. Voilà, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Je voulais vraiment voler de mes propres ailes. Je voulais pas être une charge financière pour mes parents. J'avais conscience qu'ils travaillaient énormément. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent de côté aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. Je m'en rends compte aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai toujours voulu ne pas être une charge pour eux et avoir vraiment cette indépendance et de pas leur coûter de l'argent. Donc c'est ce qui a aussi fait que j'ai voulu gagner de l'argent vite. C'est pour ça que j'ai fait de l'alternance. Donc alternance qui s'est pas super bien passée. Parce que du coup, j'ai pas eu mon BTS, profession immobilière, mon mauvais côté scolaire m'a rattrapé. Par contre, en parallèle de ça, dans le métier du travail, je me sentais pas trop mauvais. Par contre, j'avais un patron, vu que tu es en alternance, qui me donnait pas forcément de responsabilité. Et donc, du coup, c'était très dérangeant pour moi. Toi, tu étais agent immo. J'étais agent immobilier, Okay. pardon, pour la petite histoire. Donc, BTS profession immobilière. Et donc, du coup, il me freinait vraiment dans l'ambition que j'avais. Par contre, en parallèle de ça, j'ai investi dans mon premier appartement, du coup, quand j'avais 19 ans, avec un prêt étudiant. Et je dirais que j'ai eu un premier déclic vraiment avec l'immobilier. Au début, vraiment, je me suis dit, l'immobilier,
tant qu'agent immobilier, j'allais même arrêter. Hein. Je me suis dit, mais c'est quoi ce. Enfin, ça m'avait un petit peu. Ça m'a un petit peu. Et puis, j'avais la pression de mon père, parce que mon père était très bon commercial. Ok. Donc, du coup, je me disais, ouais, je suis pas hyper bon en agent immobilier, mais en même temps, il me laisse pas forcément des responsabilités. Donc, c'était pas super simple pour moi. Mais j'ai acheté cet appartement du coup à 19 ans, donc pendant mon alternance. Et là, je dirais que j'ai eu un vrai déclic parce que je me suis dit, ok, ça, l'investissement immobilier, c'est pas mal. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai acheté mon premier appartement. Et il y avait à l'époque, avec le prêt étudiant, tu pouvais différer ton prêt pendant 5 ans. Et en fait, c'est là que j'ai connu les premiers revenus passifs à seulement 19 ans. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même sympa. Et j'ai le frangin avec le bel ego qu'il a, qui m'a gentiment rejoint sur l'investissement immobilier. Yes, je prends le relais du coup moi pour les présentations. Mais ouais, moi c'est Anthony, 29 ans, l'aîné de la famille, Alex juste en dessous et notre sœur Amandine. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai vraiment un parcours beaucoup plus conventionnel. On en parlait juste avant le podcast justement. Je pense que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, moi du podcast, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, je suis un petit peu un ovni. Alex est plus dans son monde. Et moi par contre, c'est vrai que donc bac économique et social, mention bien à mes 18 ans. Voilà, donc franchement, je pense que vraiment je cochais toutes les petites cases qui vont bien là pour pouvoir avancer tranquillement. Et honnêtement, je me suis toujours senti hyper bien, moi, adolescence, enfance, etc. C'était vraiment, franchement, un long fleuve tranquille. Je me sentais hyper bien et surtout là où beaucoup de personnes ont du mal au niveau de l'orientation, moi, ça m'a toujours apparu comme une évidence. C'est-à-dire que donc, du coup, j'ai été prof de PS derrière, donc bac économique et social, STAPS, fac de sport pour les connaisseurs, pendant 5 ans. J'ai eu la chance de réussir le concours du premier coup. Pour la petite histoire, j'ai fini 4e. C'est un truc qui me tient à cœur, mais qui me servira plus jamais à rien dans ma vie. Donc voilà. Et donc enseignant pendant 4 ans avant d'en être là où on en est aujourd'hui avec Alex et de me lancer dans l'immobilier. Mais ouais, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et en fait, pourquoi j'avais choisi prof de PS à la base? Déjà parce que j'adore le sport. Voilà, donc le sport, c'est une grande passion avec les voyages. Et aussi parce que je suis pas feignant, mais je suis efficient. Voilà. Et en fait, dans ce boulot, ce qui me plaisait, c'était cette efficience que je pouvais y trouver, où je me disais, bon, je vais gagner 2000 euros par mois, grosso modo. Et je vais bosser 15 Et heures il y a par, plein de boulots qui te permettent de gagner 2000 euros par semaine. mois aujourd'hui, mais quitte à gagner 2000 euros par mois, autant le faire avec un cadre de vie et un confort qui est plutôt cool. Bon, ok, je sais qu'il y a certains profs qui vont peut-être me dire, attention à ce que tu dis, mais j'étais prof de PS, j'avais quand même du temps, 20 heures par semaine. On a quand même moins de copies à corriger que les Italiens, les Français ou les profs d'anglais. Donc du coup, ouais, j'avais une vraie qualité de vie et c'est ça qui m'a vraiment drivé dans le sens où, au niveau de mon orientation, c'est ça qui m'a amené à être prof de PS. Mais c'est vrai que par contre, le souci qu'il y a eu dans ma vie, c'est 2 choses. Bon, déjà le frangin qui mettait peut-être un petit peu plus les gaz que moi rapidement. Donc du coup, j'ai cet aspect compétiteur lié au sport où je me suis dit, si Alex le fait, pourquoi pas moi? Et puis je voyais pas le frangin décoller devant moi comme ça, là, acheter 2, 3, 4, 5 biens immobiliers et être à la traîne derrière. Donc je pense que ça m'a drivé. J'ai une petite anecdote par rapport à ça d'ailleurs. Quand on était jeune, on est de Saint-Etienne, pour ceux qui ne le savent pas. Et il y a les matchs de foot, les Verts, c'est assez connu. Notre père adore le foot. Et il y a des loges. Les loges, c'est les trucs un peu VIP, etc. Et Anto, il disait, je prendrais une loge. Ou j'aimerais bien aller dans les loges. J'aimerais bien aller dans les loges, etc. Et moi, quand j'étais gamin, je lui disais, t'inquiète pas, je t'inviterai dans ma loge. Tu vois. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, potentiellement, c'est lui qui parle de racheter les Verts à sa cinquantaine. Et surtout, je lui avais toujours dit jamais. Voilà, Ça arrivera jamais. et surtout, il m'avait dit, jamais ça arrivera pas. Donc tu vois, l'ego déjà gamin. Donc, toi, tu as 19 ans, tu as investi dans ton premier appartement. Toi, à ce moment-là, tu as quel âge? 22, moi je viens de finir le concours, je viens d'être titularisé prof de PS, donc, ou titularisé même pas, je dois être prof stagiaire, donc j'avais réussi le concours, prof stagiaire. Et Alex, 19 ans, passe à l'action. Donc il y a ce volet-là déjà qui m'a bien motivé. Mais le deuxième aussi, honnêtement, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment vécu dans une sorte de monde théorique de mes 14 ans à mes 22 ans. Et c'est ce que je reproche au système scolaire aujourd'hui, beaucoup, et au niveau de l'orientation qui est faite avec les gamins, c'est que je l'ai vécu de l'intérieur. Je le savais que j'allais gagner 2000 euros par mois. Je le savais que quand tu es prof, quand tu t'engages, tu sais exactement à quoi t'attendre. Donc potentiellement, on peut te dire, mais tu le savais. Mais pourtant, je me suis heurté au fait que 2000 euros par mois dans le monde actuel, avec les envies que j'avais, de voyage, de plaisir, de gâter mes proches, etc. Et encore, t'as pas non plus des envies qui sont. Et encore, je suis pas quelqu'un de matérialiste du tout, donc je me contente de peu. Si je fais du paddle toute la journée, je suis content. Mais je me suis dit que ça allait pas être possible. Je me suis vite rendu compte qu'avec 2000 euros par mois, avec le temps que j'avais, en plus, c'était encore plus frustrant parce qu'à la limite, quand tu gagnes peu, mais que tu as peu de temps pour le dépenser, enfin, que tu as peu de temps pour des plaisirs, à la limite, j'ai envie de dire, tu vois peut-être moins le gap. Mais moi, entre guillemets, j'avais beaucoup de temps. Mais l'argent, c'était rush, parce que je me suis vite rendu compte que j'allais pas partir 15 jours au ski l'hiver, comme je dis tout le temps, que j'allais partir l'été. Et on est bientôt dans les phases de Noël. Noël va démarrer, donc je me suis dit, je vais pas pouvoir acheter un bel iPad à mon frangin ou gâter ma soeur, mes parents, ma compagne. Moi, j'ai envie de partir sur un week-end quand je veux, à Venise, à Malte, en Grèce, bref, peu importe.
Je me suis dit, c'est impossible. Donc là, 2 solutions. Soit tu vas rester comme ça pendant 40 ans, il faut l'accepter, c'est-à-dire qu'il y a les avantages et les inconvénients, ou alors tu essaies de trouver une solution, et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps avec l'immobilier, en suivant un petit peu les traces du petit frère, puis après ça a fait boule de neige jusqu'à mon plan IMO aujourd'hui, les formations, l'accompagnement, etc. Ok, mais ce qui est dingue, c'est donc 19 ans, Alexandre, t'investis dans ton premier appart, 22 ans, 23 ans, du coup, tu suis, t'enchaînes. 5-6 ans plus tard, aujourd'hui, plus de 30 biens immobiliers, certains investissements qui ont été faits aux États-Unis, Yes. d'autres à Bali, d'autres projets là qui arrivent dans d'autres endroits encore. Je vais pas spoiler. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce laps de temps? Déjà, à partir du moment où Alex investit dans son premier bien, toi, qu'est-ce que tu fais derrière? À quel moment tu achètes un bien et comment ça se passe du coup? Franchement, je crois qu'il a acheté le bien 1 ou 2 mois après. Hein. Ah ouais, j'ai pas traîné. Peut-être pas, j'aurais dit 3-4 mois, moi, parce que toi, c'était quel mois? Tu te rappelles où t'as passé? Ouais, où moi t'es passé c'était avec ça en 2017. C'était au mois de mars que j'ai signé l'acte authentique, je mars. crois. Et moi, j'ai Ouais. signé l'acte authentique en juin. Je me Ouais. rappelle. Donc vraiment, il a- Et à ce moment-là, tu sais ce que tu fais, tu sais vers quoi tu te diriges. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, ça Non, c'est sûr. Non, honnêtement, il ne savait rien de ce qu'il faisait. Et moi, en plus, je le voyais parce que moi, j'étais en alternance, je veux dire, j'avais 1 an d'expérience et j'étais en plus alternant, on ne me donnait pas des vraies responsabilités. Donc même moi, quand j'ai acheté, je me suis dit, attention, fais gaffe quand même, tu vois. J'ai eu un peu peur sur le coup. Anthony, je me suis dit, il est taré. Je lui disais, Anto, parce que tu sais, quand tu achètes un bien immobilier, il y a le règlement de copropriété, enfin, il y a des charges, il y a énormément de choses, il y a la taxe foncière. Anthony, il connaissait rien de tout ça, tu vois. Et je me suis dit, mais Alors, il y a eu beaucoup de fougue. Après, je m'étais vraiment focalisé, je me rappelle, sur une chose qui est quand même essentielle, le secteur. Je m'étais dit, tu vois, à l'époque, l'idée de base, c'était d'acheter un petit appart pour un étudiant. Voilà. Bon, forcément, pas non plus, je suis pas complètement débile, c'est-à-dire que j'avais quand même concentré mes recherches sur des appartements qui étaient proches des facultés à Saint-Étienne. Donc, mais c'était, on va dire, l'unique critère de recherche, alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, quand tu achètes un bien immobilier, il y a des dizaines et des dizaines de points que tu dois checker. Mais voilà, j'ai envie de dire un petit peu fougue de la jeunesse, et ça a ses défauts de ses qualités, parce que ça nous a permis de réaliser beaucoup de projets, surtout à moi, mais parfois aussi, on en parlera, on fait des erreurs. Mais voilà un petit peu pour t'expliquer tout ça. Et tu parlais un peu, j'ai envie de dire, du déclic, de qu'est-ce qui a changé aussi. Déjà, ce premier investissement qu'on a réalisé avec Alex, je Ouais, pense qu'il clairement. nous a mis le pied à l'étrier. Et surtout toi, parce qu'avec ton prêt étudiant et le différé de 5 ans, tu commençais déjà à rentrer fort du cash. Ah ouais, moi j'ai pu mettre en 4 ans 15 000 euros de côté, tu vois. La stratégie, quand je l'ai acheté à l'époque à 19 ans, je me suis dit, ok, t'achètes un bien, tu cherches pas à faire de plus-value, t'as un différé pendant 5 ans. Et là, c'est un différé total. Donc c'est-à-dire que la banque te prête, moi à l'époque, 45 000 euros, elle te demande rien du tout. J'avais peut-être une petite assurance sur le prêt, mais c'était 9 euros par mois. Enfin, voilà, c'était dérisoire. Je m'étais dit, j'achète un bien immobilier, je le loue pendant ces 5 ans. Et une fois que mon différé va se terminer dans 5 ans, en fait, parce qu'après, ça tapait. C'était un prêt qui était sur 10 ans et tu pouvais le différer que pendant 5 ans. Donc, ça voulait dire que pour 45 000 euros, pendant 5 ans, j'étais tranquille. Mais par contre, après 5 ans, je devais payer 800 euros par mois. Et en étant étudiant à 19 ans à l'époque, je ne savais pas ma situation 5 ans plus tard. Tu vois, je me suis dit, oh là là, 800 euros, ça fait mal. Donc, je m'étais dit, en fait, simplement, tu revends juste avant que les grosses mensualités, en fait, arrivent. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, je l'aurais peut-être gardé finalement, mais j'ai un projet justement atypique qui a fait que j'ai dû lever des fonds et qui a fait que je l'ai vendu. Et moi, la rentabilité était moins importante sur mon premier projet. J'avais 9% de rentabilité, j'étais à l'autofinancement plus, on va dire. Mais je pense que ça a quand même créé un déclic parce que, en fait, moi aussi, ça fait très, entre guillemets, encore une fois, presque conventionnel et on entend beaucoup ça dans le jargon de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai. Moi, j'ai lu Père riche, Père pauvre à cette période-là et avec une phrase notamment, faire en sorte que l'argent travaille pour toi et pas l'inverse. Et c'est vrai que cette phrase, à partir de ce moment-là, liée un peu au premier investissement immobilier, je l'ai gardée en tête. Et en fait, moi, plus qu'Alex, c'est-à-dire que Alex, je pense que intrinsèquement, vraiment, il a toujours eu un peu ce feu en lui et cette capacité de se dire, je vais y arriver, c'est possible, ce monde-là, il existe. Voilà. En fait, moi, très jeune, je me suis dit, je vais parler cru, mais le mec, il chie comme toi, il pisse comme toi, c'est des gens qui sont totalement normaux. Et je me dis, les gens, on le sait tous, la vie, entre guillemets, tu nais à un endroit. Il y a des familles qui sont riches depuis très longtemps, mais je voyais des gens qui s'élevaient, etc. Donc je me suis dit, écoute, t'es pas plus con qu'un autre. Un jour, il faut juste trouver le truc et il y a des possibilités. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Et c'est vrai que j'ai toujours eu, je me suis toujours dit, c'est possible. C'est possible d'avoir un jet privé, c'est possible d'avoir une Rolex, c'est possible d'avoir une belle maison, tu vois. J'ai tout. Alors qu'Anthony, je pense que toi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais Je pense que ça vient du fait que déjà, j'ai une ambition naturelle un peu moins forte que la tienne. Donc elle a été, comment dire, elle a été mise en exergue là, ces dernières années et je me suis challengé par rapport à ça. Je me suis découvert en fait une ambition que j'avais pas à l'époque. Moi, tu me dis toujours que quand j'étais à la fac, etc., j'étais pas du tout le même qu'aujourd'hui. pour moi, c'était un ovni. Alors, c'était vraiment un Donc, ovni. il y a eu ce switch aussi, lecture,
bien sûr, formation, séminaire, passage à l'action en masse. En fait, plus on est passé à l'action, plus les déclics se sont enchaînés rapidement et de manière assez forte. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose aussi où on s'en rend compte avec Anthony. Pour réussir, peu importe dans quel domaine, il faut être focus. Anthony, je te disais, c'était un ovni parce que de ses peut-être 12 ans jusqu'à ses 18 ans, il pensait qu'au sport. Et encore peut-être jusqu'à ses 20 ans. Il pensait sport. Résultat, il était 4e de sa promo dans la fac dans laquelle il était. Parce que c'était son focus. Il ne pensait déjà, je pense que de mes 10 ans à mes 14 ans, j'ai peut-être rêvé qu'un jour je pourrais être footballeur ou tennisman professionnel. Mais malheureusement. Jusqu'à que je comprenne que c'était clairement impossible. Et ouais, mais c'est vrai, Alex a raison, je pensais qu'à ça. Et en fait, après, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'immobilier. Une fois qu'on a eu, entre guillemets, ce déclic, on s'est dit, mais ça existe, c'est possible. Et ben, faut mettre tout ton focus là-dessus. Moi, j'étais agent immobilier encore à l'époque, parce qu'après avoir fini mon alternance, donc j'ai changé, j'ai été débauché. J'ai eu la chance d'être débauché par un autre patron, chez qui je suis resté 3 ans, donc en alternance. Là, j'ai vraiment acquis des connaissances en tant qu'agent immobilier, pas en tant qu'investisseur, parce qu'il faut pas. Souvent, on pense que c'est la même chose. Il y a énormément d'agents immobiliers, d'ailleurs, pour la petite histoire, qui n'investissent pas dans l'immobilier. Donc, ça aussi, c'est important. Mes 2 collègues de travail qui avaient 20 ans d'ancienneté à peu près, n'avaient jamais investi dans l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as 19 ans? Enfin, aujourd'hui, on est d'accord, il y a plein de façons de gagner de l'argent, il y a plein de façons d'investir, tu peux investir en bourse, enfin, il y a énormément d'investissements qui existent. Tu disais tout à l'heure, Anthony, faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Il y a plein de façons de faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Pourquoi l'immobilier à ce moment-là? Surtout à 19 ans, quand tu n'as pas de CDI, tu n'as pas forcément d'épargne de côté, etc. Franchement, en fait, moi j'ai toujours dit, la bourse, je connaissais pas, ça me paraissait assez abstrait. Il n'y avait pas encore la crypto-monnaie, ou alors je connaissais pas à l'époque, par exemple. Et l'immobilier, je me suis dit, en fait, tous les personnes les plus riches du monde ont de l'immobilier. Voilà. Et l'immobilier, ça me parlait parce que moi je suis très visuel aussi, j'aime beaucoup l'architecture, enfin, j'adore tout ça. Et je me suis dit, dans tous les cas, à l'époque, je m'étais dit ça, je m'étais dit, écoute, t'achètes un bien par an, jusqu'à, je sais pas, que t'aies même 30 ans. Clairement, je faisais mes calculs, à 50 ans, t'es rentier, quoi. Je m'étais dit, tes prêts, ils sont terminés, et let's go, quoi. Et en fait, après, j'ai compris que tu pouvais acheter pas un bien par an, mais tu pouvais en acheter plusieurs, et que tu pouvais faire des crédits qui étaient plutôt longs, et que tu pouvais même avoir du cash tout de suite. Et là, je te parle pas, le cerveau, il a encore plus switché, et comme après les logements atypiques, quand tu te rends compte que tu peux gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier, mensuellement, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrête? Il n'y a que les banques qui t'arrêtent, en fait. Il n'y a que la personne qui te dit non, je te prête pas, ou c'est plus possible. Et toi, du coup, c'était purement par ego, Anthony. Déjà, pour compléter les propos d'Alex, parce que je pense que c'est important que les gens le comprennent, et je pense que dans le sens de ta question, c'était aussi là-dessus. Et Alex a du mal à l'exprimer, parce que quand tu lui poses la question, comment c'est venu, tu vois, c'est difficile de mettre un mot dessus, parce que Alex, je pense qu'il a vraiment cette chose. Pour moi, je suis convaincu qu'on est tous doués pour quelque chose. C'est-à-dire que moi, instinctivement, tu me mets une raquette dans la main, je suis un petit peu plus doué que quelqu'un d'autre. Par contre, tu me mets un piano dans les doigts, je vais être une vraie quiche. Alors qu'il y a quelqu'un qui, naturellement, tu vois, moi j'ai un pote en musique, et ça se sent. Thibaut, il se reconnaîtra, il est bon, tu vois, c'est instinctif. Et Alex, il a ce côté-là instinctif business. J'appelle ça un peu le sens du business, où il est capable de réfléchir, tu vois, et il sent un petit peu le coup arriver. Et je pense qu'avec l'IMO et son premier bien, tu vois, c'est ça qui s'est passé. Il s'est dit, ça a matché, il a réfléchi, prêt étudiant, immobilier, les locations, pas de crédit, tu vois, chose qu'à 19 ans, la plupart des gens. Ouais. Oublie complètement, quoi. Mais bon, je t'ai coupé, du coup, vas-y, si tu veux repartir sur ta question. Du coup, j'ai eu la réponse à la question. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, premier investissement, du coup, 19-22 ans. Ensuite, vous avez enchaîné les investissements de 1 à 30. Il y a eu, en fait, dans la temporalité, je pense qu'il y a eu le premier investissement qu'on a eu chacun. Donc, moi, pur ego pour moi, entre guillemets, j'avais aucune stratégie à l'époque, mais c'est vrai que c'était un petit peu en réponse à Alex. Voilà. J'avais quand même cette volonté, voilà, de par l'aspect compétition, d'investir, etc. Mais on va dire réponse par l'ego au premier investissement d'Alex. Et après, c'est vraiment père riche, père pauvre, formation. Et là où on a passé vraiment la seconde, c'est entre 2019 vraiment et 2021. Où là, on a vraiment enchaîné parce qu'on est passé de 2 biens à pas 30 d'un coup, mais une vingtaine de biens facilement jusqu'à 30 aujourd'hui. Et donc là, en fait, quand on a plein de défauts avec Alex, mais on est quand même fonceur. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a senti une brèche. Il y avait surtout aussi, moi ce que je me suis dit à l'époque, des conditions bancaires hyper facilitatrices. En fait, c'est ça, il y avait des conditions bancaires qui étaient facilitatrices, et l'immobilier, nous, à Saint-Etienne, il était donné, en fait. Donc je me suis dit, moi, mais dans tous les cas, ça peut pas être moins cher l'immobilier. Donc comment tu veux perdre de l'argent quand ton marché, il est plus c'est addictif, tu vois. Quand tu as quelque chose qui fonctionne, et c'est ça, tu fais un appartement, tu as 400 € de cash flow, après tu fais une colocation, tu en as 400 aussi. Tu calcules 400, 800, bien sûr. Enfin voilà, ça va assez vite. Et en plus de ça, tu prends un petit peu un certain plaisir parce que tu achètes, tu rénoves, tu crées de la valeur, tu crées un bien, tu sais que tu as aussi une plus-value latente.
Et ça, c'est super important. On s'en est rendu compte quand on a vendu nos premiers biens. Moi, le premier bien que j'ai vendu, j'ai fait 60 000 € de plus-value. Ben, ça fait plaisir, quoi. Et il y a que pour moi, il y a que la revente de quelque chose, que ce soit une boîte, des actions, par exemple, ou un bien immobilier, qui font que tu prends du cash d'un coup. Et prendre 60 000 € d'un coup, c'est pas pareil que de prendre 60 000 € lissés sur l'année. Ouais. Parce que tu vas pas les dépenser de la même façon. 60 000 € sur l'année, voilà, on va dire 5 000 € par mois. Forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Là, tu prends 60 000 €. Tu peux tout coffrer si tu veux, tu peux tout réinvestir, etc. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu as fait avec la plus-value de... Alors, pour la première, je crois que j'ai tout coffré. Hein. J'ai tout coffré. Non, je Il n'y a pas un bout de Audi A3 là-dedans? Non, pas de voiture, pas de voiture. Je suis assez, tu le sais, hein, mais je suis assez, moi c'est ou tout blanc ou tout noir. Donc il y a des phases de ma vie où je vais dépenser, voilà, je vais être no limite. Par contre, pendant 2-3 ans après, je vais être focus et tu vois, par exemple, je te donne un exemple, j'étais avec quand je me suis mis avec ma copine, elle habitait à Lyon, donc, et moi je travaillais sur Saint-Etienne. J'avais un Audi Q3 à l'époque, voiture que j'aimais bien, mais on était en développé la société avec Anthony. Et déjà, là-bas, je ne pouvais pas le garer dans un garage. Donc ça, c'était le premier point un peu négatif. Et le truc, c'est que la voiture, j'allais lui mettre des bornes énormes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce Audi Q3, malheureusement, je l'ai vendu pour pas perdre d'argent dessus. Donc moi, j'essaie toujours, quand j'achète un truc, de pas perdre d'argent. Une voiture, enfin tout, voiture, le côté business. Voiture, j'ai fait ça avec des vélos plus jeunes, avec l'immobilier. Enfin, voilà, je sais pas, c'est un peu ma personnalité. Ça me dérange de perdre de l'argent sur un truc que j'achète. Donc cet Audi Q3, donc du coup, je l'ai vendu, donc sans perdre d'argent. Je l'avais acheté en Allemagne, voilà. Donc je crois que j'ai même fait 1 000 € pour te dire de plus-value dessus. Alors que j'ai roulé quand même 7 mois avec. Et je lui avais mis pas mal de bornes. Donc bref, je le vends, j'achète une Clio 4 commerciale, voilà, ce qui était le meilleur rapport qualité-prix à l'époque, et aussi qui était vraiment pas cher à l'époque, parce que là je l'ai revendu il y a un an à peu près, et je l'ai revendu 3 000 € de plus. Voilà. Et pourquoi j'ai acheté cette Clio 4? Parce que je faisais les allers-retours Saint-Etienne-Lyon. Donc j'ai fait 3 000 € de plus-value, et en plus de ça, je lui avais mis 50 000 bornes, je crois. Ouais. 50 000 bornes, tu vois. Donc bon, il y a eu l'inflation entre-temps. Mais tout ça pour dire que voilà, là, c'était une phase de ma vie pendant que je vivais chez elle où j'étais dans le dur. Tu vois, là, je me suis serré. On était dans un petit appartement de 50 mètres carrés. Voilà. Ah, t'es dans les extrêmes. Là encore, ça se retrouve au niveau de nos personnalités. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de... Je pense que plus lisse et équilibré que moi, presque ça n'existe pas, tu vois. Moi, là, je suis en régime, tu vois. Et donc, on va à la salle tous les matins avec Anto et je mange rien. Je ne mange plus rien, vraiment. Limite, je m'assèche. Et Anto, tu vois qu'il est dans la limite, tu vois. Ce matin, à midi, là, il a plus dans la s'est nuance, fait plaisir. toujours. Voilà, exactement. Mais ouais, tu vois, je reviens à ta question sur la temporalité. L'année 2019, elle a vraiment été... Il y a eu un vrai virage sur cette année-là parce que pour te reprendre, je vais essayer de rien oublier. Donc l'année 2019 démarre en janvier. Je crois, c'est qui? C'est toi, moi? C'est toi qui achètes ton immeuble de rapport. C'est moi qui achète en premier. Donc moi, ça doit être en mars alors. Ouais. Mars ou avril. Donc mars, je crois que c'est mars, je signe un immeuble de rapport de 5 appartements que j'ai encore aujourd'hui et je suis en train de faire un très beau logement atypique à l'intérieur. Et là, je me dis, fais chier. Donc, Et tout ça avec, pour remettre du contexte, Ouais. tout ça en étant prof de PS. alors là, pour le coup, 2000 € donc par voilà, mois. j'ai même pas 2000 € par mois, 1700 ou 1800 € par mois à l'époque. J'ai acheté mon premier bien, voilà, sans apport. Et j'achète 7 immeubles de rapport sans apport sur 20 ans. Voilà. Donc 12% de rentabilité sur cet immeuble. On pourrait en parler des heures et des heures avec tout ce qu'on a fait. Mais pareil, belle anecdote sur cet immeuble, c'est-à-dire que j'ai failli ne pas le visiter parce qu'il est dans un quartier qui est quand même relativement populaire à Saint-Etienne, qui aujourd'hui est en train de se développer. Mais j'avais fait le tour de toutes les agences en fait pour les personnes aussi qui ont peur de ne pas trouver des biens immobiliers. Moi, il faut savoir que ça ne nous est pas arrivé tout cuit. Et beaucoup de gens pensent que j'ai développé mon patrimoine immobilier par rapport au réseau que pouvait avoir Alex en étant agent immobilier. Sauf que Alex a tracé sa route de son côté. Et je pense qu'aussi un peu par ego, je ne lui ai pas non plus demandé de l'aide sur son réseau. Et je me suis démerdé. Ça, je savais pas. Et je me suis démerdé tout seul pour faire les choses, tu vois. Parce qu'après, sinon, on te dit toujours, c'était facile, etc. Donc à l'époque, je me rappelle, j'ai 23 ans ou 24 ans. Je fais le tour de... Et donc non, avant, pour embobiner, je reste sur le Bon Coin pendant un mois. Un mois, le Bon Coin, Se Loger, etc. Je ponce tout. Je trouve rien. Rien qui était assez attractif parce que je cherchais quand même un truc sympa avec de la grosse rentabilité, même pour l'époque. Je trouve rien. Je me dis, soit t'arrêtes, encore une fois, c'est que tu trouveras pas, ou alors c'est que tu cherches mal. C'est pour ça que cette remise en question perpétuelle elle est intéressante. Et donc là, je me suis dit, allez, bouge-toi les fesses. Pour le coup, j'avais du temps, j'étais prof. Donc je me rappelle, c'est un lundi après-midi, à l'époque, je travaillais pas. J'ai retourné toutes les agences immobilières Saint-Etienne. Je me suis dit, vraiment, à l'époque, je mangeais et je buvais immobilier. Pour le coup, j'étais focus. Voilà, Et, c'est ce que j'allais dire.
Et je retourne toutes les agences, j'ai dû en faire une quinzaine, franchement. Et je me rappelle très bien du discours encore. Bonjour, monsieur, madame, je m'appelle Anthony Ducreux, j'ai 23 ans, je cherche un immeuble de rapport entre 3 et 5 appartements, tel type de budget, tel type de rentabilité, etc. Est-ce que vous avez quelque chose? Comme toujours, t'en as la moitié qui t'envoient chier, qui te disent tu rêves, Enfin, plutôt etc., qui rigolent, ouais, qui c'est ce que j'allais voilà, dire. qui rigolent, ou pas qui t'envoient chier, effectivement, mais tu comprends qu'ils n'ont pas envie de t'aider dans ta démarche. T'en as la moitié qui sont un petit peu conformistes et qui te disent ok monsieur, donnez-moi vos coordonnées, je vous rappellerai peut-être si j'ai quelque chose, mais tu sais que les 3/4 du temps ça part ailleurs. Et il y en a un seul, fait très phrase de film quand je dis ça tout le temps, mais c'est vrai, il y en a un seul qui me dit bah oui, écoutez, si vous voulez, là j'en ai un qui n'est pas encore commercialisé, qui peut faire l'affaire, et donc c'est ce fameux immeuble que j'ai commercialisé. J'ai failli pas le visiter à cause du secteur, au final j'y suis allé, ça a fait l'affaire. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que tu y allais finalement? Je suis sorti, et ce qui a fait que j'y suis allé, c'est que je me rappelle, je me suis fait la réflexion, en tout, tu as fait 14 agences, les 14 ils t'ont envoyé bouler, tu n'as rien à faire, entre guillemets, sur la fin de l'après-midi, Bah oui, ça ne t'es coûte prof, rien. En fait, je me suis dit, voilà, avant de dire que t'aimes pas ou que c'est nul, va voir, on sait jamais. Et j'ai bien fait, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que dès la façade, dès l'arrivée sur place, j'ai su que j'allais l'acheter cet immeuble. J'ai eu le petit insight en moi là qui m'a dit, putain, là ça sent bon, tu vois. Donc bah voilà, je me remercie à l'époque d'avoir eu cette curiosité, parce que je me serais arrêté aux préjugés que pouvait avoir un quartier, par exemple, bah je l'aurais pas fait. Et là, pour le coup, ça a vraiment créé un gros déclic. Mais bon, mars, je signe ça. Tu vas avoir l'esprit de compétition. Avril, juin, j'achète une colocation en avril. J'achète un appartement que je vais transformer en colocation en avril. Et en juin, j'achète un autre appartement pour y mettre un étudiant à l'intérieur. Et surtout, comme si ça suffisait pas, donc là pour le 2019, on peut se dire que l'année elle était déjà bien remplie, mais on achète 4 appartements ensemble avec Alex et aussi nos parents et notre petite sœur, parce que nous, faut savoir, les gens nous posent souvent la question, on a acheté séparément, comme tu peux le voir, donc on a nos biens perso, et on a aussi des biens en commun qu'avec Alex et des biens en famille. Donc voilà, nous la dynamique familiale est hyper importante, d'avoir nos sœurs dans les projets c'est important, d'être avec des projets avec notre père, notre mère, ça nous fait plaisir aussi. Donc voilà, il y a la famille, Anto et Alex, et Anto et Alex ensemble sur certains projets. Donc on fait ces 4 appartements en famille, et je crois que c'est tout, ou il y a encore... Non, bah, la même année, on a fait Bali. Ah oui. C'est en 2019 qu'on a fait Bali. Donc, on a lancé la construction de la villa à Bali. Et moi, j'ai la fameuse résidence principale où j'ai fait 60 000 € de plus-value. En fin d'année, en décembre, je me souviens, c'était juste avant Noël, et j'ai signé. Donc, clairement, l'année 2019, c'est peut-être en investissement immobilier la plus grosse année qu'on ait faite. Bon, peut-être dur à suivre pour tous ceux qui vont nous écouter, mais voilà, en gros, pour dire que sur 2019, on a mis les watts, et après 2019, bah là, ça nous a clairement, parce que forcément, plus gros investissement, le cash flow commençait à rentrer un petit peu plus, et là, plus ça va, plus le cerveau, moi en tout cas, personnellement, il était en train de switcher, parce que moi, sur ce premier immeuble de rapport, je faisais 500 € de cash flow. Et je gagnais 1007. Au bout d'un moment, les portes sont ouvertes. Moi, je me suis dit, Anto, si tu fais x3, bah, tu as remplacé ton salaire de prof Tu matches ton par des salaire. revenus passifs, quoi. Donc, voilà un peu, si tu veux, comment c'est. Et du coup, vous avez investi individuellement, vous avez investi tous les deux, vous avez investi en famille finalement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent avoir pas mal de peur, de crainte par rapport au fait d'investir en famille, de mélanger la famille et le business. Est-ce que vous avez un petit peu des conseils, vous, là-dessus? Est-ce qu'il y a des précautions qu'il faut prendre par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on peut faire au maximum pour que ça se passe le mieux possible? Pour le coup, moi, tu vois, j'aurais pu avoir des gros préjugés parce que moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai vu beaucoup de successions, de choses comme ça. Ouais. Donc, la succession, c'est quand tu as un défunt qui vient à décéder et que tu as des héritiers. Voilà, donc ça peut être des enfants, ça peut être des cousins, ça peut être des parents aussi. Et souvent, c'est compliqué quand ça parle d'argent, ça devient très problématique. Et c'est d'ailleurs un petit tips quand tu achètes dans l'immobilier. Le malheur des uns font le bonheur des autres, c'est vrai. C'est souvent des bonnes affaires quand tu achètes. Parce que souvent, les personnes veulent vite l'argent. Tu as des successions où il y a 8 personnes. Et comme je le dis souvent, négocier 100 000 € à 8 personnes, c'est pas la même chose que de négocier 100 000 € à un couple. Tu vois. Donc, c'est vrai que voilà, ça peut être des très bonnes affaires de faire comme ça. Et justement, j'avais ce côté où c'était pas cool. Mais honnêtement, on a un cercle familial très proche, donc du coup avec nos parents et notre sœur. Peut-être que je me trompe, mais je vois pas comment on pourrait avoir des problèmes ensemble. Moi, j'ai un avis hyper tranché là-dessus. Ok. Tu vois, je suis hyper... c'est l'expérience qui me fait dire ça. Après, peut-être que dans 5 ou 10 ans, j'aurai un autre discours. Mais voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je suis hyper tranché là-dessus. C'est que effectivement, on peut être tenté de se dire en famille ou avec des amis très proches, etc. C'est compliqué d'allier immobilier ou business. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Parce que qui mouillera plus la chemise dans un projet, que ce soit immobilier ou entrepreneurial, que des personnes qui sont extrêmement proches de toi. Aujourd'hui, quel est le fléau de la plupart des entrepreneurs? Et c'est notre cas aussi aujourd'hui parfois avec Alex, c'est de recruter par exemple des personnes corporate qui mouillent la chemise, même si tu offres des choses qui sont intéressantes. Les salariés ont le choix, on est dans une époque où c'est compliqué de garder les gens.
et d'avoir des gens qui ont envie de mouiller la chemise encore une fois. Donc, qui mieux que ton frère, ta sœur ou tu vois Laura, ma meilleure amie qui bosse aussi avec nous aujourd'hui, pour amener un bateau de l'avant. Tu vois, moi je trouve que dès que je pense recrutement aujourd'hui, j'essaie d'abord de réfléchir dans mon réseau, dans mon entourage, qui je pourrais un peu enrôler avec nous dans cette belle aventure, plutôt que d'aller chercher quelqu'un à droite à gauche. Donc, Est-ce qu'il y a des clés, peut-être un peu, le fait d'être transparent, tu vois, par exemple, dès le départ, ou des éléments ouais, qui après, permettent C'est ce que j'allais dire pour revenir à l'association famille. Peut-être la seule chose où je dirais, tu demandais des petits tips où il faut faire très attention, c'est de définir les règles, entre guillemets, qui fait quoi. Et s'il y a des personnes qui font pas et que c'est OK pour tout le monde, c'est OK, tu vois. Par exemple, nous, avec Anthony, on est assez complémentaires. Moi, je suis plus sur le terrain, je vais peut-être parfois trouver les biens. Anthony va se charger de la fiscalité, il va se charger du côté bancaire. Tu vois. Notre sœur, elle n'a aucune application dans le projet, mais c'est OK pour nous. Parce qu'on le sait, on se l'est dit, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc je pense qu'il faut, il faut savoir vraiment dire qui fait quoi. Parce que c'est là où ça peut être problématique. Et on le voit, parce que nous, dans les projets qu'on a en perso, parfois, en commun, c'est plus le bordel que quand c'est ton projet à toi tout seul. Parce que quand c'est ton projet à toi tout seul, tu gères tout, tu te fais tes dossiers, c'est carré. Alors que là, quand c'est à plusieurs, il y en a un qui fait un peu de ci, il y en a un qui fait un peu de ça, et ça peut vite être un petit peu le bazar. Il y en a un qui peut dire, voilà, j'ai fait plus de choses que toi, je m'y implique plus, etc., etc. Puis ça, c'est pas un facteur direct, mais il y a autre chose, je pense, qui est important, parce que souvent, ça peut mal se passer quand les projets vont bien, mais en général, quand ça se passe mal, que ce soit avec famille, amis, etc., c'est quand le projet, ça se passe pas très bien. Donc en fait, aussi tout faire, notamment au niveau immobilier. Aujourd'hui, tu as des clés, tu peux te former, tu peux être accompagné pour essayer de prendre des bonnes décisions. Au plus tu prends des bonnes décisions, au plus ce sera simple, je pense, de gérer les conflits que tu auras aussi avec les membres en interne. Parce que c'est plus facile de se disputer parce que tu as pris 10 et j'ai pris 12 que parce qu'on est en train de perdre 30. Voilà. Donc je pense que c'est aussi important d'essayer au maximum, même si tu peux faire des erreurs quand tu te lances, de faire des projets qui soient intéressants. Ça limite indirectement le risque, je pense, de s'embrouiller. Ok. Un truc qui est hyper intéressant sur lequel je voudrais revenir, Alexandre, tu as investi à 19 ans. Ouais. Un petit peu, tu n'avais pas du tout les bonnes cartes en main pour le faire. Hein. Une fois de plus, tu n'avais pas de CDI, tu n'avais pas d'apport. Moi, je rencontre pas mal de personnes qui aujourd'hui ont 30, 35 ans, 40 ans, qui se posent encore la question, est-ce que je dois investir avec des gros apports, avec des conditions bancaires qui sont exceptionnelles, et qui ont peur de le faire. Et c'est des personnes que j'imagine un petit peu, tu vois, dans cette situation-là, où elles ont un pont devant elles, avec un vide, elles sont sur le point de faire un saut à la tyrolienne, avec un énorme vide entre les deux. Et quand elles arrivent devant le saut en tyrolienne, en fait, elles sont paralysées, tu vois. Elles voient le vide en bas, ouais. Elles imaginent le parcours potentiellement qu'elles pourraient faire et l'incroyable paysage qu'elles pourraient avoir en arrivant à destination, mais elles sont complètement paralysées. Et toi, justement, tu as fait ce saut. Et bon, là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plus de 30 investissements en France, à l'étranger, etc. Mais il y a aussi eu des investissements qui sont moins bien passés. Je pense notamment à ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que vous seriez OK, un petit peu, les gars, de nous partager tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Bien sûr. Ça serait bête de ne pas en parler. Ouais. Bien sûr. Et même pour te faire le parallèle avec mon premier bien, quand tu achètes un bien immobilier, tu signes un compromis de vente, donc tu t'engages à acheter le bien et le vendeur s'engage également à te vendre son bien. Et à l'acte authentique, c'est là où tu vas donc acheter définitivement le bien et c'est là que tu auras la remise des clés. Et il y a en général 2-3 mois qui se passent entre ces deux. Moi, il s'est passé 2 mois parce que la mairie pouvait préempter. Pendant ces 2 mois, j'étais comme ça. Je me chiais dessus. Clairement, je disais putain, je relisais le règlement de copropriété et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les vraies connaissances. Parce qu'aujourd'hui, ça me ferait rire et je comprendrais. En fait, il y avait plein de choses qui m'alarmaient. Il y avait des gros travaux de voter dans la copropriété et en fait, je me suis rendu compte plus tard que ces travaux votés, c'était dans une autre copro. Parce qu'en fait, il y avait un groupement de copropriété. Moi, j'avais l'immeuble sur cour et les travaux étaient concernés sur l'immeuble sur rue. Donc moi, j'avais rien à payer. Mais moi, je lisais ça. Et j'avais déjà signé. Je me disais, dans quoi je me suis embarqué? J'ai fait de la merde. Après, je me disais, je vais mettre dans la merde mes parents. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais dans le lit. Je me souviens, j'avais des sueurs froides. Et j'ai dit, mais putain, t'es complètement con. Donc voilà. Il faut parfois aussi sauter. Je dis pas qu'il faut le faire comme moi, mais il faut aussi parfois prendre des risques. Et notamment les États-Unis avec Anthony. C'est aussi un gros exemple que ce qui te tue pas te rend plus fort, clairement. Et ça, on l'a compris avec Anthony. Les États-Unis, quand tu prends du recul, c'est hyper simple à analyser. En fait, clairement, donc déjà, petit récap, donc on a acheté ce qu'on appelle une multifamily. C'était fin 2019, début 2020, si je dis pas de bêtises. En gros, une multifamily, c'est 2 appartements aux États-Unis, à Cleveland exactement. Dans une maison. Peut-être déjà pour revenir pour remettre du contexte, qu'est-ce qui vous donne envie d'investir aux États-Unis? Vous avez investi en France. À ce moment-là, vous avez investi à Bali, non? Pas encore? Oui, on a déjà. On te parlait de l'année 2019, donc on fait tous ces investissements en 2019 et on a signé la maison aux États-Unis début 2020.
Ok, donc vous entendez parler d'une opportunité d'investir aux États-Unis. Exactement. Ok. Et donc, En fait, comment ça s'est passé? En fait, il y avait un petit peu l'appel. En fait, c'était un moment où il y avait énormément d'investisseurs, il y avait énormément de bons plans qui sortaient. Et donc, du coup, tout le monde avait un peu ce syndrome de vouloir avoir la plus grosse rentabilité. Acheter à l'étranger, c'est toujours aussi un peu sympa. Tu te dis, personne ne le fait, je suis un peu exclusif. Et donc, à ce moment-là, en fait, dans des groupes d'investisseurs, tu as des personnes, tu as des brokers français, en fait, qui vendent des maisons à Cleveland. Et il y avait aussi beaucoup à Détroit à cette époque. Et moi, je me rends compte avec Anthony que ces brokers français, ils se contentent en fait en fait, ils changent le facing de l'annonce, ils mettent le leur par rapport à des brokers américains et en fait, ils vendent les maisons 20 000 euros plus cher, voire 30 000 euros plus cher que les brokers américains. Donc nous, on s'est dit, ok, on est plus malin que les autres, on va contacter en direct les brokers américains. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on trouve la même maison, on l'achète, je crois, 54 000 euros. Hein. j'ai plus tous les J'ai chiffres plus la en tête, notion mais ça entre doit donner quelque dollars chose et comme euros, ça. mais c'était à peu près. Parce qu'on avait fait tous les deux un prêt de 25 000 euros chacun, Voilà. 2 prêts conso on avait fait. Ok. Parce que pour se faire prêter aux États-Unis, c'était compliqué. Pour te dire comment, enfin, on y allait, voilà, On fonçait. on fonçait. Et là, il n'y avait pas de différé à rien tant que tu payais ton prêt direct. Et donc, du coup, on se dit, ok, bah, dans tous les cas, la maison, on va l'acheter moins cher que tous ceux qui achètent, tous les Français l'achètent. Parce qu'en fait, on avait vu que la même maison, le broker français la proposait bien. Et il la proposait, je crois, 80 000 euros. Ok. Donc là, on s'est dit, bon, dans tous les cas, on le revendra à un Français, dans le pire des cas, si on voit que c'est pas incroyable. Et donc, du coup, on achète. Ça se passe super vite aux États-Unis. Donc, c'est pas un notaire, c'est un avocat qui fait les papiers. C'est rédigé en un mois, je crois qu'on est propriétaire. Hein. On se met d'accord en fin 2019, début 2020, fin janvier, je crois qu'on signe la maison. Et là, désillusion. Bah là, des illusions, parce que en fait, clairement, allez, à ce moment-là, on fait un péché d'orgueil. On fait un gros péché d'orgueil. Je le sais maintenant, parce que, comme on te l'a dit, cette année 2019, elle a été faste. On était hyper heureux, hyper fiers de tout ce qu'on arrivait à développer. Et donc, les États-Unis sont arrivés. On a baissé notre garde. Et on s'est dit, comme tous les projets qu'on a mis en place là, depuis le début de l'année et depuis le début de notre petite carrière d'investisseur, ça va bien se passer. Et donc là, un peu crédule, on a sous-estimé la barrière de la langue, clairement. On a sous-estimé la barrière du pays, parce qu'aux États-Unis, les agences de gestion ne fonctionnent pas de la même façon qu'en France. Et donc, En plus de ça, il y a eu le Covid qui est arrivé en et en même temps. plus de tout ça, comme si ça suffisait pas, on a eu le Covid. Donc en fait, si tu veux, toutes ces erreurs ont fait qu'au final, je passe rapidement dessus, mais on a acheté une maison avec 2 appartements. Il y avait un appartement qui était loué, un appartement qui était prêt à être loué. Il s'est avéré que l'appartement qui était déjà loué, la locataire est partie. Est-ce que c'est vrai ou pas? On le saura jamais. Et que l'appartement du dessus, il y avait des travaux à faire à l'intérieur. Donc si tu veux, pendant 1 an, ça a été une galère monstre. Il fallait qu'on envoie de l'argent pour soi-disant les travaux à mettre en place dans le logement, pour relouer l'appartement du bas. En fait, si tu veux, ils nous ont envoyé des photos par mail où l'appartement était saccagé. Ils te disent envoyer 15 000 euros, mais toi, tu n'as pas forcément confiance en eux parce qu'ils ne trouvent pas d'autres locataires dans l'autre. Enfin, c'était La vraiment galère. une phase. En plus, c'était le moment où on était confinés. Je me souviens qu'on avait Ouais. reçu les photos, je crois, le jour, c'était au mois de mars. On a été confinés. Donc, déjà, pendant 2 mois, il se passe rien. Tu te dis, j'ai acheté une maison aux États-Unis. Puis après, tu commences à psychoter. Est-ce que la maison, elle est bien assurée? Enfin, des trucs lunaires, quoi. Et un truc, je crois, franchement, ça va faire rire tout le monde. Pour te dire comment on a été un peu fou là-dedans, c'est que en fait, on avait monté une société, une structure pour acheter la maison, donc AD Invest, je me souviens à l'époque, LLC. Et finalement, ils nous ont fait acheter la maison. Et nous, on n'a rien vu quand on a signé, parce qu'on parle pas très bien anglais en plus, donc on traduisait avec Google Traduction. Enfin, c'était voilà, d'une bêtise. Et en fait, on l'a acheté, tu vois, ça me fait rire juste d'en parler, comme couple marié. Donc Anthony et Alexandre, comme si on était des C'était marqué couple married. couple married. Et en plus, c'était écrit, mais on n'a pas. Enfin, pour te dire comme quoi. Et donc, du coup, on leur dit, ben, pareil, fallait rechanger pour la structure. Non, mais tu vois, je te Du coup, parlais ouais, des gros grosses stress. erreurs qu'on a fait. Il y a aussi l'énorme erreur de ne pas se déplacer. C'est Voilà. le seul investissement où on n'est pas allé sur place pour faire le projet et c'est le seul où on s'est vraiment planté. Voilà. Ok. Mais donc, pour te dire un peu la conclusion de l'histoire, c'est qu'on a perdu 15 000 euros chacun avec Alex. On a revendu la maison, heureusement, donc on est sorti de ce projet. 30 000 euros, Ouais, c'est ça. 30 Ouais, 000 en fait, on a 30 000 envoyé euros de énormément d'argent pour les travaux, on leur a envoyé de l'argent pour la gestion. Par contre, on a quand même revendu la maison plus cher. Donc, en fait, c'était pas forcément un mauvais plan, cette maison, mais c'est plutôt nous qui Ouais, c'est n'avions nous, pas les épaules à l'époque, qui savaient pas assez parler anglais. Et comme le disait Anthony, voilà. Moi, je dirais que les grosses erreurs, les gros enseignements qu'on a tirés, c'est que déjà, aujourd'hui, on n'achètera plus jamais sans se déplacer physiquement dans le secteur et voir le bien. Ça, je dirais que c'est vraiment le. Mais le tu vois, gros- l'autre, ça, c'est les morales un petit peu, on va dire, pas négatives, mais voilà. Oui, non. C'est une certaine morale qu'on peut en tirer. Mais moi, ce que j'en retire surtout, c'est que si c'était à refaire, en vrai, je le ferais. Parce que si on n'avait pas fait les États-Unis, en fait, le mindset de 2019,
C'est ce qui nous a emmené à faire tout ce qu'on a fait, y compris les États-Unis. Mais qu'est-ce que je préfère? Avoir fait tout ce qu'on a fait et rater les États-Unis, ou avoir rien fait du tout? Ouais. Eh ben, je préfère clairement avoir fait tout ce qu'on a fait, avoir notre Villa Bali aujourd'hui qui cartonne, avoir fait plus de 30 000 euros sur ma première résidence principale, continuer d'avoir mon immeuble, Alex a revendu sa coloc, enfin bref, on a gagné bien plus d'argent avec tous les autres projets qui ont fonctionné qu'on en a perdu avec les États-Unis. Et- Donc ça a été des sueurs froides, mais un gros apprentissage, donc franchement... Et par rapport à ça, tu vois, j'ai un truc qui m'est toujours resté. Et les États-Unis, ça l'a vraiment amplifié. C'est que moi, très jeune, j'ai acheté vers 19 ans, quand j'étais dans ma deuxième agence immobilière, j'ai acheté une Mini Cooper. Je pensais faire une bonne affaire et finalement, j'ai fait une mauvaise affaire. Je devais gagner 3 000 euros dessus et finalement, j'en ai perdu 2 000 euros. Et à l'époque, ça m'a déprimé parce qu'il y a eu des procédures avec le garage. Enfin bref, pendant 1 an, donc j'ai perdu 2 000 euros. Et je me suis dit, putain. Alex, tu te bouges, tu te donnes pour sortir de la merde, pour gagner plus d'argent, et là, tu viens de perdre 2 000 euros bêtement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que malgré mes erreurs, donc la Mini, c'était une erreur, pour le coup, et ben en fait, je m'élevais financièrement par rapport à certaines personnes qui ne faisaient rien, où ça restait plat. Et les États-Unis, ça a été vraiment l'exemple. Quand les États-Unis, ça a été terminé, franchement, on était dans une merde. Je me suis dit, clairement, à un moment, limite, on se demandait si on était vraiment propriétaire, tu vois. Heureusement, c'est sur les cadastres, c'est écrit que la maison était à nous. Et je me suis dit, mais comment, vraiment, là, on s'est mis dans une merde, comment on va s'en sortir? Alors, je me suis dit, c'est terminé, tu vois. Et on s'en est sorti. Et je me suis dit, si on s'est sorti de ça, dans tous les cas, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est là que je me suis dit, ok, de toute façon, c'est dans le processus. Tu dois te tromper pour avancer. Et c'est justement quand tu te trompes que tu apprends le plus. Cet investissement aux États-Unis nous a permis d'éviter énormément d'erreurs aujourd'hui qu'on ne ferait plus. Bah, merci pour le partage, les gars. J'ai envie de basculer sur le sujet qui, moi, personnellement, m'intéresse le plus. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent encore, vous avez énormément de chance. On va parler justement des logements atypiques. C'est un petit peu ce qui vous définit aujourd'hui. Vous êtes un petit peu la mascotte des logements atypiques. Ça marche mieux que les États-Unis. Le numéro 1 sur le marché à l'heure actuelle. Grosse explosion avec une stratégie qui est complètement différente de celle que les Français ont l'habitude d'avoir. Moi, je le vois généralement, les personnes autour de moi qui investissent en immobilier, soit ils vont acheter leur RP, leur résidence principale, soit ils vont faire de la colocation, ils vont faire de la location longue durée, ils vont se dégager 300, 500 euros de cash flow. Et c'est ce qu'on a fait aussi. C'est ce qu'on a fait aussi vraiment pendant 2-3 ans. Donc Yes. on peut pas leur jeter la pierre. Et finalement, vous arrivez avec une méthode avec laquelle vous arrivez à générer entre 1200 et 1500 euros de cash flow net par mois avec un bien à moins de 100 000 euros grâce à une stratégie qui vous permet aujourd'hui d'être à Dubaï, pas plus tard qu'il y a 2 semaines d'être en Belgique. En Pologne, pardon. Pour l'acquisition d'un futur logement atypique d'ailleurs. Et d'avoir tout ça qui est automatisé, qui tourne. Est-ce que vous pouvez définir, peut-être Anthony, Alexandre, ce que c'est qu'un logement atypique et en quoi ça consiste cette stratégie? Un logement atypique, c'est assez subjectif, mais un logement atypique, c'est un logement qui va créer une expérience chez ton voyageur, clairement. En fait, faut vraiment, quand une personne rentre dans ton logement, qu'elle se dise, ok, ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et pour ça, tu as différentes choses qui peuvent être mises en place. Ça peut être des éléments distinctifs, comme j'aime bien le dire. Ça peut être un jacuzzi, voilà. Les love rooms, c'est souvent ce qui est le plus connu. Ça peut être un mur végétal avec toute une ambiance qui va être végétale. Ça peut être un sauna, ça peut être un hammam, ça peut être un écran de cinéma géant, comme Anthony a fait dans son dernier logement atypique, une cinéma room. Clairement, il faut se dire, voilà, faut que le voyageur, quand il rentre, il se dise, ok, ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et ça, je le ressens aussi énormément quand je viens à Dubaï. Moi, quand je vais dans les restaurants, chaque restaurant est thématique finalement. Et en fait, tous les restaurants sont blindés. Et chacun a son identité. Et là, c'est clairement ce qu'on est amené, en fait, des restaurants à l'étranger dans des logements en France. En fait, clairement, il faut que le voyageur soit là pour passer pas simplement une nuit, mais qui vient passer également une véritable expérience. Et ce monde, il est hyper vaste des logements atypiques parce que là, Alex parlait de certaines thématiques, mais tu as tout ce qui touche aux films ou aux séries, tu as tout ce qui est logement insolite, cabane, bulle nature, houseboat, etc. Voilà, le champ vraiment de l'atypique, il est hyper riche et varié et vraiment inexploité en France aujourd'hui, quoi. Ok. Et toi, comment est-ce que tu définirais justement les logements atypiques, Anthony? Moi, j'aime bien catégoriser un peu pour que ce soit clair pour les gens, tu vois. Donc, je mettrais vraiment une branche sur les logements insolites. Voilà, comme je te le disais, cabane, bulle nature, yourte, je sais pas si j'en oublie, mais houseboat, etc. Donc, vraiment une catégorie logement insolite. Ensuite, tu as une catégorie, allez, je vais mettre la catégorie des logements qui sont le plus développés en France, c'est le love room. Donc, logement avec balnéo, jacuzzi, etc. Et ensuite, tu as tout l'univers, de manière générale, des chambres à thème. Et dans les chambres à thème, tu as la cinéma room que je suis en train de mettre en place, les jungle rooms, tu as des thématiques sorciers, Harry Potter, des thématiques chambres super-héros, Disney. Voilà, tu vois, plein de thématiques que tu peux explorer, des thèmes Galaxy, Star Wars. Donc, vraiment, le champ des possibles, il est immense, mais je le catégoriserais un petit peu en 3, tu vois. Et avec tous ces projets,
je pense que tu cadres quand même l'ensemble des logements atypiques. Ouais. Et si, tu vois, j'oublie quelque chose aussi. Là, on parle beaucoup de l'intérieur des appartements. Mais tu as aussi les logements atypiques par leur architecture. Tu as des gens qui retapent une église, tu as des gens qui retapent une cave, tu as des chambres troglodytes, pardon. Donc, tu as des logements qui sont déjà par nature, de par des chambres containers, enfin, tu vois, de par l'architecture du logement. Bah là atypique récemment, aussi. peut-être que tu l'as vu, il y a Léna Marfouf, c'est ça, elle s'appelle Léna Situation, là, qui a fait une vidéo dans la maison de Shrek. Voilà. Ça, On est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, pourquoi Airbnb s'y met? Parce que là, c'est Airbnb qui l'a développé. C'est parce que l'atypique, ça cartonne. Ok. Et comment vous en êtes devenu? Du coup, qui c'est qui a commencé par investir dans les logements atypiques? Ah, c'est Alex encore. Hein. Mais c'est Alex, mais parce que j'ai été moins bon que le frangin. Je m'explique. Anthony, il avait fait ses immeubles de rapport et on s'était donné un petit challenge à l'époque. Faut qu'on réussisse Parce que j'avais acheté 2 immeubles. Ouais. Voilà, il avait acheté 2 immeubles de rapport et moi j'avais acheté mes petits appartements. Et bah, Anthony avait beaucoup plus de cash flow que moi à l'époque. Et en fait, on s'était challengé avec Anto, on s'était dit, faut qu'en 2-3 ans, on ait remplacé nos salaires de l'époque par des revenus immobiliers. À peu près 2000 € par mois, quoi. Et Anthony y était arrivé. Et moi, clairement, j'étais à peine à 1000 € de cash flow malgré tous les projets qu'on avait réalisés. Et à l'époque, le seul moyen d'avoir le même cash flow que lui, il fallait que j'achète un immeuble de rapport. Mais on venait de lancer la construction à Bali. On avait encore la maison aux États-Unis. Non, on venait de vendre la maison aux États-Unis. On avait vendu la maison, heureusement. On avait vendu la maison aux États-Unis. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire comme lui? Parce que là, je suis surendetté. Les banques ne me prêtent plus pour soulever. Parce qu'un immeuble de rapport, c'est minimum 200-300 000 € si tu veux avoir 800 € de cash flow. Et je me suis dit clairement, mais comment je vais faire en fait? Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour générer beaucoup de cash flow, mais avec un petit investissement. Et dans notre secteur. Et bon, pas spécialement. C'était plus facile de faire proche de chez C'était plus nous. facile, mais pas spécialement. Et c'est comme ça que j'ai découvert les logements atypiques. Et en fait, c'est vraiment par curiosité. En fait, je me suis rendu sur Airbnb. En fait, nous, avec Anthony, on est de Saint-Etienne. Donc, Pour ça que je parlais du secteur. voilà, pendant 3 ans, on n'a jamais investi En location courte durée. en location courte durée parce qu'on pensait que Saint-Etienne, ça ne marchait pas. Donc déjà, voilà, encore une fois, quand on dit qu'il ne faut pas avoir de fausses croyances, c'est réel. On était victime de la perception des gens sur notre propre ville. Voilà, Tu vois ce que je veux dire? exactement. Et alors qu'il y a des hôtels à Saint-Etienne, mais personne ne se pose la question pourquoi il y a des hôtels à Saint-Etienne. S'il y a des hôtels à Saint-Etienne, c'est qu'il y a des gens qui dorment. Sinon, l'hôtel, il va pas faire long feu. Maintenant, mais voilà, c'est une autre perception que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, je vais sur Airbnb et je me rends compte qu'il y a des logements sur Saint-Etienne. Et je me rends compte que, putain, ils sont loués ces logements, quoi. Et je me rends compte qu'ils sont loués. Et surtout, je me rends compte qu'il y a un logement qui vient se différencier des autres. C'est un logement thématique, du coup, ou qui vient se différencier parce qu'il a une baignoire balnéothérapie et un sauna. Par contre, franchement, en termes de décoration, c'est immonde. Vraiment, c'est pas beau. Mais par contre, je vois qu'il est loué 30% plus que les autres et 30% plus cher. Et là, je me dis, OK, moi, je vais y mettre ma touche et je vais faire quelque chose d'assez similaire. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier logement atypique, donc du coup, fin 2019. Qui était du coup Fin 2020, pardon. qui était du coup destiné à des couples, hein, c'est ça, une Ouais, une voilà, love room. c'était une love room suite de luxe. J'aime pas trop appeler love room parce que j'ai pas mis des pétales de rose, etc. Mais oui, c'est quand même à vocation plus couple au niveau du thème. Et du coup, à l'époque, j'ai fait ça. Donc, beaucoup plus luxueux, avec une baignoire balnéothérapie double. Personne n'avait encore jamais fait ça. Ok. Et c'est ce qui m'a clairement permis de me différencier. Et là, comme beaucoup, et d'ailleurs, je sais que encore des personnes aujourd'hui ont des fausses croyances par rapport à ça. Je me dis, je vais louer que le week-end. Mais même si je loue le week-end, l'appartement, je l'avais terminé à 56 000 ou 58 000 €. Ok. Donc je l'ai encore cet appartement, j'en suis toujours propriétaire. Je me suis dit, mais j'avais un crédit, je crois, de 230 €. 230 €, j'avais fait un prêt sur 20 ans. Je me suis dit, mais dans tous les cas, même si je loue 2 nuits à 100 €, en fait, je suis rentable, quoi. Bon, avec les charges, j'allais être 4-5 nuits, tu vois. Donc je me suis dit, week-end, vendredi, samedi, c'est bon. Et en fait, donc, je commence à remplir le week-end, puis je commence à prendre quelques nuits en semaine, puis je commence à être plein en semaine, je commence à être plein un mois entier, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, jusqu'à avoir une année complète. Et je voulais vraiment passer cette année complète pour me dire, ok, c'est validé, ça marche tout. Parce que si tu as un mois ou un mois complet où tu passes à travers, c'est pas du tout la même rentabilité. Et donc, c'est pas si bien que ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, ça fait 1 an que ça tourne. Et en termes de rentabilité aujourd'hui, combien ça te permet de générer en termes de chiffre d'affaires? Combien est-ce qu'à la finale, tu arrives à te dégager ton revenu Ouais, en cash flow? alors ça fluctue, mais je suis à 3 000 € brut en moyenne par mois. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires? Ouais, c'est le chiffre d'affaires. Ok. Moyen, voilà. J'ai fait une année à 4 000 €
moi, en moyenne par mois, tu vois, j'ai fait 50 000 euros à l'année, je crois. Ok. Donc ça fluctue à peu près. Et j'ai en cash flow entre 1200 et 1500 euros sur ce logement. Donc ça, c'est vraiment ce qui te reste après que tu aies payé les frais de ménage, les frais de gestion. Les frais de ménage, les frais de gestion, l'impôt, parce qu'il y a de l'impôt aussi, c'est tellement rentable ce type de bien. Électricité, parce qu'on fait de la location courte durée quand tu fais de l'hébergement atypique. Tu as de l'eau, tu as de l'électricité, tu as une box internet parce que tu fournis internet. Donc ça, c'est vraiment une fois que tu as enlevé toutes tes charges. Donc tu investis 58 000 euros et tu as 1500 euros de cash flow. Moi, à l'époque, quand j'ai compris ça, mais je me suis dit, Et c'est pour ça que j'ai vraiment attendu un an, parce que même moi, je pense que j'y croyais pas. Je me suis dit, Là, honnêtement, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, putain, là, t'as compris un truc que les gens n'ont pas compris. Parce que je me suis dit, là. C'est vrai que, comme je le disais, la plupart des personnes aujourd'hui investissent, comme vous d'ailleurs, hein, quand vous avez démarré. Mais bien sûr. Comme moi, honnêtement, si je vous avais pas connu, c'est ce que j'aurais fait également. C'est prendre un appartement, faire de la location longue durée, prendre un couple, prendre un étudiant, le placer dedans, finalement gagner 300 euros, mettre je ne sais combien d'années à rembourser l'emprunt. On a plein de personnes aussi qui, en fait, même pire, juste autofinancent leurs biens ou sont même pas du tout rentables. C'est ce que j'ai dit. Mais ça, attention, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal du tout, tu vois, parce que c'est pas du tout des stratégies qui sont à bannir pour moi. Mais ce qui a aussi forcé Alex à le faire, et c'est hyper important d'insister dessus, parce que là, on est novembre 2023 quand on tourne ce podcast, c'est le contexte bancaire qui est complètement différent de ce qu'il était en 2018-2019 quand on a investi. Quoi. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Voilà. En fait, si tu veux générer des revenus, c'est-à-dire que. Et même aujourd'hui, tu vois, avant, il y a 2-3 ans, tu voulais t'auto-financer, juste avoir un équilibre entre tes revenus et tes charges en location longue durée, un logement classique, tu mettais un étudiant en place, tu avais une renta de 7-8%. Tu pouvais emprunter sur 20-25 ans avec des taux très faibles, donc tu avais un delta qui faisait que tu t'auto-finançais. Aujourd'hui, même dans des villes comme Saint-Etienne, si tu n'as pas minimum 10-11% de rentabilité brute, ce qui est. Et ce qui devient quasiment impossible parce qu'il y a eu l'inflation aussi qui est passée par là. Là, il y a eu l'inflation plus la hausse des taux. Tu trouves un bien à même 11% dans des zones où tu pourrais faire de l'autofinancement, c'est devenu. Donc ouais, c'est juste pour dire que c'est pas forcément une tare de faire les autres stratégies qu'on a eu fait nous aussi, mais que c'est important, je pense, de s'adapter aussi au contexte actuel. Au contexte actuel quoi. J'ai envie de te challenger un petit peu, Alexandre, parce que quand je t'ai rencontré la première fois, je me suis posé plein de questions sur cette stratégie en question, et je sais que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, elles se posent plein de questions aussi. Ouais, et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur différents éléments. Le premier, c'est au niveau du taux de remplissage. Ouais. Okay. Tu disais, toi, tu es à combien de pourcents de taux de remplissage? Ça dépend parce qu'aujourd'hui, j'en ai deux. J'en ai un sur Saint-Etienne et un sur Saint-Chamond, qui est une ville de 40 000 habitants. Sur l'appartement de Saint-Chamond, je suis à 95% de taux de remplissage. Et sur celui de Saint-Etienne, je suis à peu près à 85%. Okay. Et comment c'est possible d'avoir un taux de remplissage qui est aussi élevé sur des logements Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de remplissage, en fait, ça veut rien dire. Parce que tout le monde se base sur le taux de remplissage. Mais moi, j'ai un confrère, Alain, qu'on salue. Petit clin d'œil à Alain qui est parisien, qui a 2 love rooms sur Paris, à Brie-Contrebert, à 45 minutes. Alain, il a à peu près 70% de taux de remplissage. Par contre, là où moi je génère 3 000 euros de revenus, lui il en génère 4 000 euros. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus cher que moi. Donc en fait, ton taux de remplissage, il est subjectif. Est-ce que tu préfères louer 70% du temps mais à 200 euros la nuit? Ou alors tu préfères louer 100% de ton temps à 100 euros la nuit? Moi j'ai pris la stratégie où je préfère faire un maximum de remplissage plutôt que de louer très cher et de louer un petit peu moins. C'est personnel. Voilà. Et puis je pense aussi que mon secteur fait que j'allais plafonner aussi en termes de tarification. Et moi, comme je le dis souvent, donc déjà, moi, il y a des hôtels à Saint-Etienne. Voilà. Et un hôtel, pour remplir son hôtel, il n'a pas besoin que d'une personne. Il y a plusieurs chambres dans l'hôtel. Moi, j'ai qu'un bien à remplir. Sur 365 jours par an, ça fait 30 jours par mois. Sur 170 000 habitants à Saint-Etienne, sans parler des touristes qui viennent, sans parler de la couronne qui est autour. Saint-Chamond, c'est à 10 minutes en voiture. Il y a 40 000 habitants. C'est pas compliqué en fait. Et ça, je l'ai compris assez facilement. Ok, donc en gros, ce que tu m'expliques, c'est que en fait, finalement, toi, tu remplis donc à 80, voire 95% en fonction du logement, mais qu'aujourd'hui, même si tu remplissais finalement à 20% ou 30%, tu serais quand même rentable, tu gagnerais quand même de l'argent. Moi, j'aime bien faire ce calcul. Sur l'appartement de Saint-Etienne, si je loue 5 nuits par mois, honnêtement, je suis autant rentable, voire plus, que si je l'avais mis en location longue durée. Donc, en fait, tu n'as aucun risque à faire cette stratégie. Parce que, clairement, le seul risque que tu as, c'est d'essayer. Je le dis toujours aux gens, forcément, quand on va sur cette strat, on se focus sur les 1 200 euros de cash flow, les 1 500 euros qu'on peut peut-être avoir si on est excellent. Mais tout le monde n'arrive pas à être excellent. C'est pas simple d'arriver à obtenir les chiffres qu'obtient Alex, tu vois. Il a des thématiques bien précises, il gère son bien de manière très professionnelle, c'est ça qui l'amène aussi à voir ça. Mais avant de penser à faire 1 500 de cash flow, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que tu parlais des gens qui ont peur de se lancer. Souvent, la peur du taux de remplissage, de ne pas remplir, c'est ce qui parasite les gens à se lancer dans la location courte durée.
Et en fait, si tu te dis, si on te prouve par A plus B qu'en louant, allez, on prend fourchette large, 8 nuits dans le mois, parce que souvent les gens pensent qu'ils vont louer que le week-end. Donc tu te dis, je loue vendredi, samedi sur 4 semaines. 8 nuits dans le mois, je m'autofinance, voire je gagne de l'argent plus que si j'avais n'importe quelle autre stratégie. Bon, bah là déjà, ça te rassure. Donc en fait, d'abord démarrer petit en se disant, je le loue 8 nuits, je suis plus rentable que n'importe quelle autre stratégie. Et après, si tu es bon et si tu es un tueur, tu iras chercher Et c'est ce que j'allais dire. les sommets. Et surtout, les gens pensent tellement à leur taux de remplissage qu'ils réfléchissent même pas à qu'est-ce qu'il faut faire pour louer son bien. Et en fait, c'est très simple. Les logements atypiques, c'est un business. C'est de l'immobilier, mais c'est assez spécifique. On se rapproche de l'hôtellerie. Tu as 2 personnes qui achètent le même bien. Une personne qui est formée, par exemple, en immobilier et qui a des vraies connaissances en gestion de biens, en location courte durée, et une personne qui n'en a pas. Les 2 personnes achètent le même bien dans le même secteur. Tu as une personne qui va mieux le louer que l'autre. Pourquoi ? Parce que tu as une personne qui va avoir une gestion irréprochable. Quand tu fais de la location courte durée, tu as des avis. Et tu as des personnes qui vont te flinguer ton bien si tu n'as pas fourni un service de qualité. Et ça, les gens le négligent. Entre le même bien sur la même plateforme qui a une note, par exemple sur Airbnb, une notation sur 5 étoiles. Voilà. Tu as des notes de 2, 3, 1, 2, 3, 4. Une personne qui a 4,80 sur 200 commentaires l'aura beaucoup plus, et c'est réel, qu'une personne qui a 200 commentaires mais qui a une note de 3. Tu vois ? Et ça, les gens l'oublient. C'est que tu as ton bien où tu vas le faire, mais tu as aussi tout ce que tu vas mettre en place dans ton logement pour que ton voyageur ait une vraie expérience et qu'il ait une vraie satisfaction client. Et ça, c'est super important, je m'en suis rendu compte. Moi, sur mon premier logement, j'ai 150 commentaires, je crois, sur Airbnb. J'en ai 156, je crois. Sur Booking, j'en ai 100. Voilà. Et je suis à 8 sur Booking, donc c'est pas incroyable, mais c'est loin d'être catastrophique. Moi, des fois, je vois des notes d'hôtel 6 étoiles. Ok. Mais je n'irai jamais. Même si les photos elles sont géniales, je me dis attends, il y a peut-être. Enfin, je me dis il peut y arriver un truc moyen. Par contre, un autre hôtel au même tarif avec 9,5 de notes, mais là clairement j'y vais parce que je sais que dans tous les cas, je serai pas déçu. Et ça, les gens le négligent énormément. Ok, donc ça c'était pour la partie taux de remplissage. Ouais. Tu as très bien répondu à ma question et c'est beaucoup plus clair pour moi. Un autre élément, une autre question que je me suis posée, sur laquelle j'aimerais te challenger aussi, c'est la gestion. Parce que tu vois, moi, ça m'intéresse effectivement d'investir sur d'investissement passif, comme tu disais tout à l'heure, faire en sorte que l'argent travaille pour soi. Mais honnêtement, j'ai pas envie de passer mon temps au téléphone avec des locataires. J'ai pas envie de passer mon temps à devoir remettre des clés toutes les 24 heures, à devoir vérifier si le ménage a bien été fait, etc. Toi, je sais qu'aujourd'hui, tu arrives à tout automatiser. Est-ce que c'est bien réel et comment est-ce que tu t'y prends ? Ouais, je te rassure, moi aussi, hein, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et ça, comment dire, ça m'est vraiment, ça m'a appris à me passionner. Ça m'a passionné en fait de voir que tu pouvais automatiser tout ça. Donc en fait, moi, j'ai des process d'automatisation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune conciergerie qui gère mes biens. Voilà, c'est totalement automatique. Donc ça va se faire dès le moment où la personne va réserver le logement. Il y a un process d'automatisation qui est mis en place. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai un channel manager. C'est un logiciel qui me permet de tout centraliser au niveau de mes réservations. C'est ce qu'ont les conciergeries. C'est même parfois ce qu'ont les hôtels. Les hôtels, ils ont des logiciels encore plus poussés. Mais voilà, c'est entre guillemets un logiciel qui te permet de tout centraliser. Donc ce logiciel, il te permet quoi ? Il te permet déjà d'être sur différentes plateformes de réservation. Airbnb, Booking, Abritel, Le Bon Coin, ton site internet par exemple si tu en as un. Et ça permet également de mettre la même tarification sur tous les sites. C'est-à-dire que si ton bien, tu veux qu'il soit à 100 € sur Booking, Airbnb, Abritel, tu rentres 100 € dans ton logiciel et ça va le mettre sur toutes les plateformes. Ça te permet également d'éviter les doublons de réservation. Ça permet que quand il y a une réservation, s'il y a une réservation sur Airbnb, ça va venir la bloquer sur Booking et les différentes plateformes. Parce que sinon, c'est toi qui dois le faire manuellement. Tu vois, là, on est en train de tourner le podcast. J'ai potentiellement des réservations qui se prennent. Si j'avais pas ça déjà, je peux pas. Parce que je peux avoir 2 personnes qui réservent. Alors, c'est un problème de riche quand tu as 2 personnes qui réservent ton appartement, mais c'est très problématique parce que la personne, légalement, tu dois le reloger dans un autre bien équivalent. Et il n'y a pas toujours des logements atypiques à côté de chez toi ou des logements atypiques disponibles. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce logiciel, il te permet vraiment de tout centraliser par rapport à ça. Ce logiciel-ci, tu le verras, il permet des envois de messages automatiques et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Tu vas pouvoir aussi automatiser l'accessibilité de tes voyageurs. Et ça va se faire avec différents dispositifs. Souvent, peut-être dans les hôtels, tu l'as déjà vu, tu as le système de cartes, tu as les systèmes de serrures où tu peux taper un code. Nous, on va se focaliser sur les boîtes à clés et les serrures connectées. Pourquoi ? Parce que ça va permettre une entrée totalement autonome aux voyageurs, en fait. Parce qu'il y a un pont qui va se faire entre ton channel manager, et c'est là que c'est génial, entre le channel manager et la serrure connectée ou la boîte à clés connectée. En fait, ton channel manager, il va permettre de
générer des messages automatiques à différents moments de la réservation. Par exemple, moi, quand une personne réserve, elle reçoit un premier message automatique personnalisé. Donc, par exemple, bonjour Moad, merci d'avoir réservé notre logement. Vous recevrez toutes les instructions d'arrivée le jour même. Et là, déjà, le voyageur, il t'embête pas. Il t'appelle pas parce qu'il sait exactement que tu lui as dit qu'il aura les instructions d'arrivée le jour même. Le jour même, il reçoit un autre message automatique, cette fois-ci avec un code unique qui est généré par ton dispositif connecté et qui va fonctionner que pendant la durée de la réservation. Donc, moi, en l'occurrence, sur le premier appartement de Saint-Étienne, les personnes peuvent arriver à partir de 15h et peuvent repartir le lendemain 11h. Et donc, si la personne va arriver avant 15h, le code qu'elle aura reçu le matin ne fonctionnera pas. Et si elle veut revenir, par exemple, 3-4 jours plus tard, ce code aussi aura expiré. Ok. Donc ça permet une automatisation parfaite et une sécurité optimale. Et dans ce message aussi, pour pas aller trop loin, mais tu as toutes les infos qui sont données. Moi, j'ai tourné un lien où il y a une vidéo où je leur explique exactement comment rentrer dans le logement. Donc voilà, en gros, je réponds à toutes leurs questions avant qu'ils me les posent. Donc ce qui fait que je suis pas dérangé pour le coup. J'ai également un message automatique qui est envoyé à mon personnel de ménage. C'est le seul poste où voilà, ça demande une personne physique. Et qui me permet donc du coup de ne pas devoir appeler mon personnel de ménage pour lui dire tu dois passer, etc. Donc du coup, c'est comme ça que ça fonctionne en automatique. Ok, super intéressant, merci pour Ça le va, c'est partage. assez C'est clair. c'est très clair. J'ai tendance à m'as bien- m'éparpiller un Tu m'as peu, bien donc, rassuré là. Et toi, du coup, Anthony, qu'est-ce qu'il en est au niveau des logements atypiques? Je sais que tu as fait un super projet là récemment. Je crois que c'est du jamais vu en France d'ailleurs. ce Ah que bah t'as là fait. pour le coup ça va être Ouais, unique je pense en que c'est France, unique. tu vois. Mais un peu comme tu vois en vrai le ping-pong entre Alex et moi continue au fur et à mesure des années parce que il s'est lancé avec son prêt étudiant à 19 ans, après j'ai investi à 22 ans et bah là il s'est lancé dans les logements atypiques. Je laisse faire en fait. Je laisse voir si ça fonctionne et après parce que tu vois C'est petite souvent ça, anecdote, moi. J'ai su les plâtres en général. petite anecdote, le premier logement atypique qu'il a réalisé, il l'a fait avec un associé, il m'avait proposé de le faire avec lui. Mais moi franchement les logements atypiques et la balnéo ce qu'il voulait faire etc. À aucun moment je me suis dit que ça pouvait louer en pleine semaine, tu vois. Toutes les fausses croyances que les gens ont, je les ai eues moi à l'époque quand Alex m'a parlé du projet. Aujourd'hui, finalement, en concours de circonstances, je rachète les parts et je vais être avec lui dans ce projet-là. Mais donc, moi, logement typique, ouais, là, j'ai développé en fait une cinéma room, tout simplement, un cinéma privatif haut de gamme à l'intérieur d'un appartement. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma room? Qu'est-ce que c'est qu'une cinéma room? cinéma En room. fait, bon, après, je me suis un petit peu, on va dire, approprié ce thème-là par rapport à cette thématique. Moi, donc, comme je te le disais, j'ai acheté deux immeubles. Un immeuble de 5 appartements, un immeuble de 8 appartements. Le deuxième immeuble de 8 appartements, je l'ai revendu. Voilà, à plus-value. Aujourd'hui, il me reste que cet immeuble de 5 appartements. 4 appartements sont loués en location longue durée, classique meublé. Et j'ai un appartement au rez-de-chaussée que je n'avais pas visité à l'époque quand j'ai acheté le bien. Voilà, parce qu'en fait, c'était une personne qui habitait dans un autre département et qui était jamais là. Donc en fait, l'appartement était fermé, on ne pouvait pas y accéder. Donc bon, je savais que c'était plus ou moins 20-30 mètres carrés à l'intérieur de l'appartement. Et quand le locataire est parti, donc on a récupéré les clés, j'ai ouvert l'appartement et là je me suis rendu compte que j'avais un bien de 25 mètres carrés au rez-de-chaussée avec une terrasse possible de 10-15 mètres carrés qui pouvait s'y prêter complètement pour les logements atypiques. Et là, je me suis dit, Anto, c'est ton moment, c'est l'opportunité à saisir pour mettre en place un logement atypique. Et pareil, tu vois, côté un peu de challenge, je pense, je ne sais pas si c'est ça qui m'a amené à le faire. Deux choses, c'est-à-dire que Alex avait développé du coup différents projets de Love Room suite de luxe, et il y a beaucoup de projets de ce type en France. Et moi, en fait, ce qui me tenait à cœur, c'était d'essayer, tu vois, de faire une thématique qui sort du lot un peu. J'avais envie de me challenger sur cet appartement. Je me suis dit, Anto, si tu pars sur les suites de luxe, tu vas faire un petit peu ce que tout le monde fait aujourd'hui. Et j'ai eu envie de me challenger un peu, voilà, de me dire, Anto, il faut que tu trouves une thématique vraiment hors du commun, quelque chose qui n'a pas été réalisé jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, je me rappelle, j'étais parti au Mexique 15 jours avec ma compagne et c'est à cette période-là, l'année dernière, que j'ai commencé vraiment à cogiter qu'est-ce que je peux faire. Tu m'as dit c'est bon, j'ai trouvé. Mais ça a été dur. Franchement, ça a été dur. Je savais pas quoi faire. Parce que 25 mètres carrés, parce que je pouvais pas tout faire non plus. J'avais des problématiques dans l'appartement. Et puis, tu te poses cette question, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui peut faire kiffer les gens? Et c'est vrai que j'ai essayé de me recentrer sur ce que moi, j'ai essayé de penser plaisir, parce que le logement atypique, tu es là aussi pour divertir les gens, pour leur faire passer un bon moment. Il y a cette notion-là. Et j'ai essayé de me dire, ok, qu'est-ce que toi tu kiffes? Qu'est-ce que tu aimes bien? Et faire un truc à ton image aussi, tu vois, parce que moi, j'aurais été moins consommateur de suites de luxe que de cinéma room, par exemple. Et c'est vrai que là, je sais pas un peu comment, tu vois, à force de brainstormer comme ça, tu commences à y voir un peu plus clair. Je me suis dit, putain, peut-être que le cinéma, ça peut être bien. Mais tu vois, mais un vrai cinéma. Ce qui est important, c'est que là où ce que j'ai voulu faire, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, tu vas sur Airbnb, tu vois plein de gens qui te mettent soit cinéma dans leur annonce et ils ont raison de le faire. Mais c'est une toile tendue, un petit rétroprojecteur, tu vois, t'es pas dans un vrai cinéma de A à Z. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, pourquoi pas? Je le sentais bien. Ça correspondait bien à l'optimisation de la superficie de mon appartement. Je me suis dit, si j'arrive à faire ça, je pense que les gens, ils peuvent quand même vraiment, vraiment kiffer. Donc j'ai lancé le projet. Le projet, il vient d'être terminé. Donc on va lancer la commercialisation avec Alex. Et donc voilà, c'est un vrai cinéma privatif haut de gamme à l'intérieur de l'appartement. Petit tip, parce qu'on n'a pas lancé officiellement la commercialisation, mais on a créé l'annonce et en fait, on a bloqué les dates jusqu'à une certaine date. En fait, on a déjà pris 2 réservations
alors qu'on voulait pas finalement, involontairement en fait. On pensait avoir bloqué les dates, donc on a pris une réservation sur le Nouvel An et une réservation, je crois, dans 15 jours directement. Donc je dirais que très rapidement, on va voir si c'est validé au niveau Mais du thème. hyper fier de ce projet, tu vois, hyper grisant. C'est le projet avec lequel je me suis le plus amusé. J'ai eu plein de contraintes, bien sûr, mais c'est un vrai kiff. Franchement, c'est un projet sur lequel je me suis éclaté. Donc voilà, je vais mettre les deux pieds dans ce monde des logements atypiques et voilà, je suis sûr que ça va cartonner. J'ai vu Donc, quelques hyper images, hâte c'est de assez voir ça. exceptionnel. On vous mettra d'ailleurs des images à l'écran de quoi ressemble la Cinema Room. Et du Yes. coup, pareil, en termes de chiffres en prévisionnel, donc tu disais qu'il y avait 2 nuits qui avaient été réservées. Bah, je Combien pense ça que, représente honnêtement, le plus simple pour éviter de perdre tout le monde, c'est au minimum, je vais me baser sur les chiffres que vous a énoncés Alex par rapport à ces suites de luxe. Mais là, sur le cinéma, justement, Alex parlait de l'équilibre entre taux de remplissage et tarif à la nuitée. Là, j'ai vraiment fait quelque chose, honnêtement, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et surtout, on parle du visuel, mais au niveau du son, c'est un truc de fou. Voilà. C'est vraiment au niveau du son, j'ai des basses, j'ai 9 enceintes, donc tu peux pas le voir quand tu vois l'annonce Airbnb, mais quand tu es dans le logement, tu te rends vraiment compte que c'est un truc de fou. Tu veux Et mon donc- avis, moi ça va se louer plus cher, mais ça va se louer un peu moins. Voilà. Et je pense pense qu'on que va c'est avoir. ça. Je veux pas brader cette cinéma room, tu vois. C'est-à-dire hors de question que je fasse la guerre des prix sur cette cinéma room. Et c'est d'ailleurs, pardon, je te coupe Anthony, mais Ouais. c'est ce qu'on a fait là. La nuit du Nouvel An, elle a été vendue 233 €. Et la nuit qu'on a louée, elle s'est vendue, je crois, 150 € en semaine. Je vais pas forcément miser sur un remplissage à 100%, mais par contre, je veux que les gens ils viennent avec un vrai aspect luxueux, donc tu vois, donc ils y mettent le prix, mais qu'ils soient vraiment contents de l'expérience qu'ils ont. Surtout qu'avec le cinéma, en plus, je vais développer plein d'upsells, tu sais, popcorn, bonbons, possibilité de livrer le plat à domicile, tu peux manger dans le lit, parce qu'en fait, Voilà, c'est le ça concept qu'il y de a. cette cinéma room, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais je mets un cinéma, mais l'appart fait 25 mètres carrés, c'est tout petit. Donc en fait, j'ai une entrée où tu as une cuisine, salle de bain, WC, etc. Et ensuite, tu as une pièce de 12 mètres carrés, donc c'est petit. Et c'est cette pièce-là qui est la pièce de cinéma, et tu as le lit à l'intérieur. Donc en fait, là, le concept, il est là aussi, parce que souvent, au cinéma, tu es dans un siège, voilà, et là, tu es dans un lit. Hyper confort, etc. Un peu comme tu sais, les cinémas se mettent à le faire aujourd'hui. Moi, je sais pas si tu as vu, notamment, on est ici à Dubaï, il y en a Ouais. qui le font. Tu peux payer beaucoup plus cher et tu es dans une banquette avec ta compagne où on t'apporte du popcorn version ultra luxe. exactement. Et ben, c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai réussi à mettre dans ce logement. Voilà. En gros, c'est un peu de là qu'est venue l'idée. Donc Ok. voilà, il n'y a plus qu'à. Ok, j'ai challengé un petit peu Alex, j'aimerais te challenger toi aussi. Tu parlais de la nuit du Nouvel An. Yes. Cinéma Room, c'est des matériaux qui quand même coûtent cher. T'as pas juste tendu une toile et mis un vidéoprojecteur. Non. Comment tu peux te prévenir justement de vol ou Ouais. alors de personnes qui endommageraient effectivement le logement, etc. Trois leviers. Le premier, c'est sécuriser le matériel. Moi, tout est dissimulé. C'est-à-dire que déjà, toutes les enceintes, par exemple, elles sont recouvertes du tissu acoustique, etc. Donc, Tissu Gaumont. tissu... Fabrice, la personne qui m'a mis en place le cinéma, me disait c'est le même tissu que chez Gaumont, Anthony. Donc souvent, dès que je peux le placer, je le place. Donc c'est tout dissimulé. Donc déjà, les gens ne peuvent pas voir les enceintes, quoi. Elles ne sont pas apparentes. Le rétroprojecteur, il est dans un caisson, fermé. Et tout le matériel va être également verrouillé derrière un plexi. Donc en fait, déjà, il y a cette sécurisation du matériel que tu peux mettre en place. Ensuite, j'ai contacté tout simplement le Crédit Agricole, qui est la banque qui m'avait financé sur cette opération. J'ai une assurance propriétaire non occupant classique sur cet immeuble. Et je suis passé sur une formule plus haut de gamme, moyennant des frais supplémentaires, bien sûr, mais je crois que c'est honnêtement 20 € de plus par mois. Et jusqu'à 30 €, je m'emballe un peu, 30 000 € de matériel, volé, cassé, dégradé, je serai instantanément remboursé. Donc en fait, il y a une garantie supplémentaire que j'ai pris au niveau de mon assurance propriétaire non occupant. Et ensuite, tu as toutes les cautions classiques, Airbnb, Booking, où là, tu vas mettre des cautions aux voyageurs si jamais ils dégradent le logement. Donc voilà, il y a ces trois leviers que tu peux utiliser pour. Je pense aussi, prévenir. pour donner mon avis là-dessus, je pense qu'il y a quand même aussi un filtrage social qui se fait par rapport au prix de la nuit, dans le sens où je pense que les logements qui se dégradent plus, c'est plutôt des logements qui vont être loués 30, 50, 60 € la nuit. Quand tu mets 300 € dans un logement pour une nuit, généralement, tu repars pas avec le vidéoprojecteur. Mais c'est une super chose que tu dis là, parce que moi, c'est souvent la question qu'on me dit. Et moi aussi, j'avais peur. La première nuit que j'ai loué, j'étais chez moi dans mon appartement tout seul et je me disais, putain, est-ce qu'ils sont bien arrivés? Est-ce qu'ils vont pas faire n'importe quoi, etc., etc. Et donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que 90% des gens, en règle générale, ils sont comme toi et moi. C'est hyper C'est important. que les gens Là, on a loué un appartement 15 jours avec Anthony à Dubaï. On respecte l'appartement. Et en fait, les gens qui viennent dans ton appartement, en règle générale, ils respectent. Mais il y a aussi le filtre du prix. Moi, je m'en rends compte, c'est que dès que je baisse un petit peu trop mes prix, j'ai pas la même clientèle. Ça, c'est hyper important. Et également, tout ce qui va être soirée, fête, casse, etc., en général, c'est des personnes qui n'ont pas trop d'argent et qui vont en fait aller dans les appartements pas chers. Tu vois, on parle aussi souvent de prostitution là-dedans. Pareil. Moi, j'ai pas forcément de prostituées parce qu'en fait, elles veulent pas un appartement à 150 €, elles veulent être rentables. Donc, elles vont aller elles vont prendre un appartement à 40 € la nuit. Tu vois. Donc, finalement, on a la meilleure des clientèles. Et surtout, quand tu vas faire du couple,
Tu as une clientèle de couple. Le couple, il est là pour kiffer entre couples. Un couple, il n'est pas là pour tout saccager. C'est quelqu'un, voilà, c'est un moment limite intime. C'est pas une Donc, fête avec 10 jeunes, quoi. voilà, c'est pas une fête avec 10 personnes. Donc ça aussi, c'est hyper important de le souligner parce qu'on a une vraie bonne clientèle. Et du coup, moi, ce qui fait que, par exemple, sur le premier logement, ça fait 3 ans. Bon, j'ai eu des verres cassés, mais je veux dire, ça arrive à tout le monde. Tu vois, je fais tomber la tasse, elle peut se casser. Mais il n'y a pas eu de trou dans les murs, il n'y a pas eu l'appartement n'a pas pris feu. Mais tu vois, des fois, Voilà. ça nous dessert. Mais il faut aussi un peu faire confiance aux gens et se faire confiance à soi. Parce que moi, quand j'ai lancé la Cinema Room ou quand j'ai pensé à ce projet, mais là, en vrai, si tu écoutes les discussions parasites autour de toi, tu ne le fais jamais. Mais Anto, tu es dans un immeuble, c'est le tien. Imagine, le son, il monte chez le voisin ou à droite, etc. Comment tu vas faire avec la diffusion des films? Est-ce que tu as le droit? Tu vois, plein de questions. Ou bien sûr, mais comment tu vas faire pour avoir le même rendu au niveau du son? Est-ce que tu as des professionnels qui le font? Est-ce que c'est toi qui vas le faire? Enfin, tu te poses plein de questions. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, il faut que j'arrête tout ça. Tu vois, j'ai fermé l'esprit et je me suis dit, Anto, ton idée, tu l'as, tu vois, tu y crois. Et donc, vas-y, fonce, tu vois. Donc, il y a ce côté où il faut se faire confiance à soi-même, tu vois, pour y aller. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à transmettre aux gens, mais je pense qu'il est hyper important. Alors, dans l'eau, tu vas te tromper peut-être parfois, mais c'est ce qui te permet quand même parfois d'avoir des belles réalisations aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Se faire confiance à soi et se faire confiance aux autres. Parce que moi, je me suis dit aussi, les gens, tu vas prendre 365 réservations, il va y en avoir 2 qui vont te casser 2 verres, et il y a peut-être ton tonton, il va te dire, j'investirai jamais dans l'immobilier parce qu'on m'a cassé 2 verres. Tu vois. Donc moi, j'ai préféré. Ça, c'est vrai. Et pareil pour le cinéma, là, c'est-à-dire que je vais peut-être faire 3 ans de réservation où il va rien se passer. Et une fois, on va me voler peut-être mon lecteur DVD, tiens, par exemple, le lecteur Blu-ray. Mais encore une fois, qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir loué 3 ans à plein régime, avoir des assurances, etc., au cas où on me vole le lecteur DVD, ou ne pas faire le projet en m'angoissant que tous les jours, quelqu'un peut me piquer mon lecteur Blu-ray. Donc, je veux dire, voilà, je pense que c'était Et aussi c'est important. voilà, de- c'est de pareil, mettre tu en parlais de place. ça, mais l'entourage aussi. C'est encore un autre sujet, mais l'entourage est hyper important. Ah, faut se faire quand t'investis confiance dans en tout cas. l'immobilier. Ouais. Je pense Faut que se faire confiance, il faut être focus encore une fois sur ce que tu penses et en général, tu as raison. C'est ça qui est. Des fois, tu te plantes, mais la plupart du temps, tu arrives à t'en sortir. Ok, moi je dis souvent les gars qu'investir en immobilier c'est un petit peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a différentes étapes, il va y avoir le moment où on va mélanger les ingrédients, il va y avoir le moment où on va mettre ça au four, le temps de repos, comment est-ce qu'on va l'assaisonner. Ça correspond un petit peu à toutes les étapes, c'est-à-dire que tu vas avoir la partie recherche et financement, la partie travaux, la partie bancaire, la partie fiscalité. Dans le cadre de la stratégie de la stratégie de logement atypique, le taux de remplissage, la visibilité sur les plateformes, etc. Et parfois, il suffit qu'il y ait une seule étape qui soit ratée Tout à fait. pour que ça fonctionne pas, malheureusement. Il se peut que par exemple le mec il ait mis en bien son bien en ligne et que derrière il n'a pas mis les bonnes photos, Mais il n'a oui. pas mis en avant de la bonne façon avec les bons mots-clés et que ça fonctionne pas et que finalement un peu comme pour la recette, le mec a tout bien mélangé avant, il met le gâteau Ouais, au four et il le laisse cramer. Moi, j'ai un exemple très concret de Laurent, qui est participant de notre. On pourra en parler après, mais Laurent, il avait fait une love room, clairement, à Rouen, dans un secteur qui était hyper concurrentiel. Et en fait, il s'était contenté de faire exactement comme tout le monde. En fait, et qu'est-ce qui se passait? Ça marchait pas. Il louait 3 nuits par mois. Il avait fait un logement hyper classique. Il avait juste posé une baignoire balnéo. Il faisait gérant dans une conciergerie qui s'en occupait vraiment pas. Il a intégré le programme. On a revu son branding, on a revu énormément de choses, son La positionnement gestion également. de son projet. La gestion de son projet, c'est lui aujourd'hui qui gère son bien en total automatique. Il a du personnel de ménage. Le premier mois, il a fait, je crois, 28 nuits sur 30. Il m'a dit, Alexandre, c'est incroyable, j'y croyais plus. Mais justement, c'est l'action que j'allais vous poser. C'est du coup, admettons que moi aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà investi en immobilier classique, Ouais. ou que peu importe, j'ai jamais investi, mais que j'ai des connaissances. Ok, je sais comment monter un dossier bancaire, je sais comment gérer la partie fiscalité, la partie travaux, etc. Mais je sais qu'il me manque certains éléments de la recette de cuisine qui font que potentiellement, comme vous aux États-Unis par exemple, ou sur d'autres projets, d'autres personnes, je vais perdre du temps et je vais perdre de l'argent. Aujourd'hui, est-ce que qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un? Est-ce que vous aujourd'hui vous proposez effectivement des solutions pour aider monsieur, madame, tout le monde à se lancer dans ces stratégies-là? On va prêcher pour notre paroisse forcément, mais on le pense vraiment, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait la différence, c'est les connaissances. C'est-à-dire que, et tu parlais tout à l'heure aussi d'une tyrolienne. Encore une fois, je reviens sur cet exemple des personnes qui ont peur de se lancer. Pour moi, j'en suis quasiment sûr. La peur de faire quelque chose ou les erreurs, elles viennent du manque de connaissances. Je dis toujours, quand tu sais pas nager, tu as peur d'aller dans l'eau. Quand tu sais pas ce que c'est un channel manager, tu as peur de faire la location courte durée ou alors tu vas le faire mal si tu t'engages dans ce projet sans savoir ce que c'est. Donc en fait, ce qui va vraiment t'aider,
c'est tout simplement de savoir comment fonctionne un channel manager, comment tu envoies un message automatique, comment tu gères ta fiscalité adaptée à ta location courte durée atypique, quels sont les types de secteurs et les types de villes qui sont adaptés pour ton logement. Enfin, tu vois, tout ça, ça s'apprend pas, ça tombe pas d'un chapeau. Nous, c'est de par notre expérience aujourd'hui qu'on a réussi à Clairement, construire nous, tout ça. nous, on a mis 2 ans à automatiser totalement un bien. Et honnêtement, moi, je me suis forcé à le faire tout seul parce que j'ai pas trouvé d'informations qui me le proposaient en fait. Encore plus avec l'atypique, les gens sous-estiment tout ce que ça demande d'énergie, de connaissances pour le mettre en place correctement. Tu vois, il te parlait de l'exemple de Laurent, mais des gens comme ça, il y en a plein aujourd'hui, des gens qui entendent parler, tiens, la balnéo, c'est bien, j'en mets une dans mon logement et c'est réglé. Non, grosse erreur, tu vois. Et le pire, c'est l'atypique en carton. Et voilà, moi ce que j'adore, c'est quand tu vois des personnes qui copient, que ce soit nous ou nos participants, et qui font un truc pourri, quoi. Je me dis, putain, mais les mecs, ils ont rien compris. Et tu le vois 2-3 mois plus tard, le truc, il est pas loué. Tant mieux, parce que au moins, ça permet de laisser les gens professionnels et les gens bons sur le marché. Et c'est pour ça que voilà, nous aujourd'hui avec Alex, ce qu'on kiffe tout simplement, c'est aider les autres justement à réaliser ce type de projet de par notre expérience avec de vrais résultats. Comme Laurent et bien sûr des dizaines d'autres. Donc nous aujourd'hui, on a développé tout simplement une plateforme en ligne avec un accompagnement, avec un groupe privé où on suit vraiment les gens de A à Z. Parce que tu vois, nous aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a 2 éléments de démarcation avec Alex et Anto et Mon Plan Immo. C'est vraiment la partie bien sûr logement atypique, location courte durée où là vraiment on a ouvert une brèche. Et ensuite, c'est l'implication, j'ai envie de dire, qu'on met dans notre programme parce que c'est pas juste quelques vidéos qui se courent après. Tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une éthique familiale. On est frères, c'est pas pour rien. Et ça peut faire beau parleur, mais honnêtement, c'est vraiment l'implication qu'on y met au quotidien dans notre programme où on mouille la chemise pour nos participants. On essaie d'être présent 24/24 pour répondre à toutes leurs questions. Et en fait, surtout, ce que les gens ont besoin, on s'en est rendu compte quand on s'est lancé dans ce monde de l'accompagnement et de l'infoprenariat en ligne, c'est, malgré le digital, ils veulent des points de validation. Sur un projet immobilier, les gens, ils ont besoin d'être rassurés et d'être accompagnés à chaque étape de leur projet. Ils vont visiter, ils vont pas trouver. Ils vont avoir besoin de te montrer les biens sur lesquels ils souhaitent se positionner. Ils ont besoin de ce point de validation de ta part, de te dire c'est OK. Parce qu'en fait, nous, on se rend compte que souvent, les gens, quand ils ont fait la formation, par exemple, ils ont toutes les connaissances. C'est OK. Mais en fait, ce qui leur manque, c'est le petit, tu vois, et surtout, même pas de validation, mais en mode ça va aller. Tu vois, le fait de se rassurer psychologiquement, ça va peut-être pas être toujours facile, mais vas-y, t'inquiète, c'est OK, on est là aussi, ça va aller. Pareil, il y en a, et des fois, ils vont voir la banque, c'est OK, et finalement, la banque leur dit non. Et là, on le sait avec Alex, pendant tout ce processus d'achat, tu passes par des phases de down énormes, énormes. Et nous, ça a été une grosse force d'être à 2 avec Alex, parce que psychologiquement, on s'est toujours tiré vers le haut. Parce que moi, j'ai eu des gros moments de bas, j'ai eu des grosses galères, notamment sur mon 2e immeuble, etc. Alex a été là et ça a aidé aussi, tu vois. Donc, avoir quelqu'un et faire partie d'une communauté, quand on est investisseur et encore plus investisseur débutant, c'est hyper important. Okay. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaye de transmettre aujourd'hui au sein de... Donc, si je comprends bien, donc aujourd'hui, vous avez fait pas mal d'investissements en immobilier, vous avez fait plein d'erreurs, vous avez appris plein de choses. Vous avez investi dans la stratégie des logements atypiques, vous vous êtes rendu compte de à quel point c'était une stratégie qui pouvait être rentable. Et donc, vous avez développé un centre de formation dans lequel monsieur, madame, tout le monde, qu'il ait déjà investi ou pas, puisse du coup faire appel à vous pour avoir accès à vos connaissances, votre réseau, etc. Et pour pouvoir en fait, finalement avoir la même rentabilité que vous. Exactement, j'aurais pas dit mieux, tu l'as très bien résumé, c'est exactement ça. Donc après avoir énormément investi, on a décidé tout simplement de quitter notre job avec Alex, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup moi j'ai quitté mon job de prof de PS, Alex a quitté son job d'agent immobilier, on a fondé Mon Plan Immo. Pendant 2 ans, on accompagnait les gens surtout en présentiel sur le terrain. Et là, depuis 1 an seulement, donc on s'est digitalisé et on accompagne les gens partout en France au travers de centres de formation, au travers de Mon Plan Immo, avec nos formations et nos accompagnements, tout simplement. Okay. Et comment ça se déroule ? Disons que moi, demain, par exemple, je vais investir dans cette stratégie-là. À quoi est-ce que j'ai accès ? Tu as accès à 2 choses qui sont hyper complémentaires. Nous, vraiment, le best-seller chez Mon Plan Immo, c'est notre mastermind, c'est un programme d'accompagnement où tu as 2 grosses entités. Première entité, c'est une plateforme en ligne de formation. Tu as besoin de connaissances, tout ce dont on a parlé ce soir. Il faut que tu les aies, ces connaissances. Donc, banque, fiscalité, recherche de biens, logement atypique, location courte durée, automatisation. Il te faut tout ça. Donc, on a développé une plateforme en ligne où tu as des vidéos que tu peux suivre en autonomie, 24/24, 7 jours sur 7, et la formation est accessible à vie. Donc, ça, c'est vraiment pour que tu accumules des connaissances. On a une partie atypique, mais on parle aussi, bien évidemment, immeuble, colocation, achat-revente, tous les projets qu'on a réalisés avec Alex, et du contenu beaucoup plus débutant aussi. Donc, tu as cette plateforme en ligne. Et ensuite, le problème, c'est ce qu'on s'est rendu compte avec Alex, c'est que souvent, c'est pas suffisant pour passer à l'action. C'est pas quelques vidéos qui vont te permettre d'aller de l'avant. En tout cas, ça dépend des profils. Et donc, du coup, derrière nous, il y a vraiment l'accompagnement qui prend le relais au travers d'un groupe privé. Donc, ça se passe sur l'application Discord, si jamais les gens connaissent. Et donc, en fait, sur ce Discord, c'est vraiment la plaque tournante de notre accompagnement. On fait des coachings chaque semaine avec Alex. Donc, quand je te disais qu'on mouille la chemise, c'est que chaque semaine, c'est pas des coachs X ou Y, c'est Anto et Alex, les fondateurs, qui sont là pour aider les gens et répondre à toutes leurs questions. Le fait d'en faire 4, ce qui est génial, c'est qu'on garde une petite communauté. On fait des lives en général avec une dizaine de personnes. Donc, le but, c'est, nous, on veut pas devenir une usine où il y a 20 000 personnes. Parce que c'est impossible
de faire de la qualité dans ce sens-là. Mmh. Nous, on veut vraiment. Et quand quelqu'un rentre dans l'aventure, je veux connaître sa tête, je veux connaître son prénom, sa situation. Je veux pas que ce soit quelqu'un que je connais pas et que je verrai jamais. Et c'est pas comme ça qu'elle aura des résultats, cette personne. Donc, chaque semaine, tu as des coachings, tu as accès à toute notre communauté, tout notre réseau de professionnels. On répond sous 24-48 heures aux questions des gens sur les chats. Tu as des coachs, bref, tout un écosystème qui est vraiment pensé Pour la réussite client, voilà, c'est ce que j'allais dire. pour la réussite. Donc, c'est pas le programme parfait, mais en tout cas, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour proposer quelque chose de sexy et d'attractif aux gens et qui puisse surtout leur donner un cadre et se lancer sereinement dans leurs investissements, quoi. Ok. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie qu'on fasse ce podcast ensemble aujourd'hui. Yes. On a été amenés à bosser ensemble et honnêtement, j'ai très rarement vu des entrepreneurs comme vous, des infopreneurs, surtout dans ce secteur-là de centres de formation, qui sont autant obsédés par le fait que leurs participants aient des résultats et qui même en fait vont jusqu'à proposer des garanties de résultats. Un truc assez exceptionnel que j'avais jamais vu ailleurs, c'est le fait de dire bah, si tu nous rejoins et que tu n'as pas de résultats 6 mois après, finalement on te rembourse, donc vous êtes prêt à aller jusque-là, etc. Ça vient de deux choses, je pense. Ça vient à la fois du côté où on est quand même conscient des forces de notre programme. Tu vois, on a mis du temps à le construire. Ouais, c'est Donc ce que j'allais dire. voilà, on a conscience de ce qu'on peut apporter modestement. Et de l'autre côté aussi, je pense que c'est normal, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc c'est à nous de leur donner toutes les garanties. Et surtout, tu parlais de sérieux, de professionnalisme un peu et d'éthique qu'on mettait dans notre boîte. C'est parce que nous, mon plan IMO, ce qu'on veut, c'est perdurer. Si tu veux, c'est facile un peu dans ce monde de l'infoprenariat de balancer des formations, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens, que les gens soient contents, que les gens parlent de nous, forcément aussi, et que le bateau Mon Plan IMO se développe pour créer une vraie communauté de gens qui pensent pareil. Et bah ouais, c'est un peu l'éthique de la boîte. Et, de ce qu'on a envie Et de un faire. peu comme toi, tu le disais, nous, on s'est rendu compte aussi que dans ce milieu, ben, il y avait de tout, quoi. Et qu'il n'y avait pas forcément des gens qui pensaient à la réussite. Et nous, ça nous a un petit peu choqué parce que de base, c'est pour ça qu'on a fait d'abord de l'accompagnement terrain, etc. Et puis après, on a grossi parce qu'on nous le demandait et on est allé sur du digital pour toucher du national. Mais l'idée de base, c'est vraiment la réussite client avant la formation. Donc, et l'accompagnement. Donc, c'est vraiment. En fait, ça nous paraît logique. C'est-à-dire Bah que je pense ouais, que ça si- peut paraître, peut-être, tu vois, tu dis que pour certaines personnes, ça peut paraître dingue, mais je pense que. Je veux dire, pense tu que vas si dans veux un réussir, c'est évident. Et c'est pareil pour les logements atypiques. Tu vas dans un restaurant, tu y vas une fois, c'est dégueu, tu n'y retournes plus. Tu vas dans un logement atypique, si c'était sale, tu n'y retourneras pas. Et ben là, tu achètes la formation et l'accompagnement d'Anthony Alexandre, c'est nul, tu l'achèteras, enfin, tu le conseilleras pas à tes amis et surtout, t'en diras pas du bien. Ouais. Et nous, on se refuse dans tout ce qu'on fait. On a un peu. C'est une vision long terme finalement. Ouais, Exactement. Et cette vision long terme, mais aussi cette vision peut-être de, je sais pas si c'est personnel, mais de bien faire les choses. Ouais, il y a aussi Enfin, un peu une éthique. Alors une pareil, éthique, je sais pas comment les gens enfin, parfois ont été éduqués, tu vois, mais. Enfin, je veux dire, t'es pas là pour escroquer les gens, tu vois, t'es là pour les aider à aller de l'avant et enfin, ça paraît naturel, quoi, tu vois, quand Ouais, t'as voilà, été un enfin- minimum éduqué. Enfin voilà, nous, on nous a pas appris à entuber les gens, quoi, bien au contraire. Donc c'est assez naturel, hein. Non, ils sont parlé d'entuber, mais de faire un truc moyen. Voilà. Moi, c'est vrai que dans tout ce que je fais, que ce soit mes achats-reventes, que ce soit les logements atypiques, j'aime bien que ce soit bien fait et bien. Et j'aime bien, honnêtement, c'est peut-être l'ego qui parle, mais que les gens disent, voilà, j'étais dans le programme d'accompagnement d'Anthony Alexandre, ouais, c'était bien, ouais, ça a changé ma vie. Plutôt que le mec qui dise, putain, c'était pourri leur truc, j'ai perdu l'argent que j'avais investi. Enfin, voilà, clairement. Et du coup, Mon Plan IMO, c'est quoi? Donc aujourd'hui, c'est le nom du centre de formation, c'est Mon Plan IMO. Vous avez des bureaux, il me semble, à Saint-Etienne, c'est ça? Ouais, exactement, on a des bureaux en physique. Vous avez Yes. une équipe aujourd'hui derrière qui tu as parlé de Laura tout à l'heure, tu as Ouais. parlé de Bah Laura, Alain. c'est le pion central avec nous, donc Ok. c'est notre collaboratrice qui nous aide au quotidien sur différentes tâches et qui est, je le répète, ma meilleure amie, donc on bosse vraiment en famille. Et après, bien sûr, on a aujourd'hui, je pense, on n'a pas recompté avant l'interview, mais on doit avoir entre 10 et 15 collaborateurs qui travaillent autour de nous, bien évidemment, parce que on ne pourrait pas en être là sans toutes les équipes qui nous aident, que ce soit la partie vente, que ce soit la partie communication, que ce soit la partie montage vidéo, parce qu'on sort énormément de contenu vidéo. Ça, c'est partie intégrante de notre quotidien. Donc, Heureusement voilà. qu'on fait pas nos montages vidéo d'ailleurs, parce que sinon. Ça Heureusement serait- qu'on fait pas beaucoup de choses, Ouais. je pense. Parce qu'on a plein de Exactement. qualités. Non, la force Mais- de mon plan IMO aussi aujourd'hui, et j'espère que ça se transpire aussi, c'est d'avoir des collaborateurs qui nous ressemblent, Ouais. voilà, qui ont la même éthique qu'on peut avoir. Anthony parlait de Laura, qui est sa meilleure amie. Nous, dans le service recrutement, on a Richard aussi, qui est mon meilleur ami, qui, pour le coup, Il nous a on rejoint. peut pas avoir plus familial dans le cercle. Et tous les autres collaborateurs, Alain, c'est vraiment par connaissance commune et par passion commune des logements atypiques qui nous a rejoints en tant que coach. Donc on essaye vraiment d'avoir des collaborateurs qui nous ressemblent Ouais. vraiment à notre image. Et D'avoir qui une team à notre image. et qui inspirent aussi les mêmes valeurs. C'est super important. Ok, super. Donc, pour basculer peut-être un petit peu sur des sujets un petit peu plus perso, un petit peu plus cool. Yes. Alors, juste avant, j'avais peut-être une dernière question. Une dernière question que je me serais posée honnêtement si je vous découvrais.
c'est ok, c'est bien sympa ce que vous dites, les gars, mais vous êtes à Saint-Étienne. Moi, j'habite à Paris, j'habite à Lyon, j'habite dans des grandes villes. Est-ce que ça marche aussi? Est-ce que vraiment je vais pouvoir trouver un appartement qui sera rentable, etc. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui l'ont fait dans d'autres villes? Alain, déjà. Ok. Alain, donc on en parlait tout à l'heure. Alain qui a investi à 45 minutes de Paris. Voilà. Alain, il a fait 2 logements atypiques pour 110 000 euros, donc soit 55 000 euros l'appart. Et Alain, il génère, alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais en termes de chiffres, c'est assez dingue. Il génère 4 000 euros sur ces 2 logements atypiques. 4 000 euros de quoi? De chiffre d'affaires? Non, de cash flow. Ok. De cash flow net. Et Entre il est- 3 500 et 4 000. Et donc ça, c'est en région parisienne. Hein, Et ça, c'est en région parisienne, c'est à 45 minutes de Et c'est Paris. le meilleur des exemples parce que si Alain, Paris, c'est souvent la ville la plus diabolisée, si tu veux, au niveau du prix de l'immobilier. Donc, déjà, si Alain, à 45 minutes de Paris, a réussi à le faire, ça ouvre déjà quand même pas mal de portes sur tous les autres secteurs de France. On a notre cousine également qui a investi à 35 minutes de Lyon. Voilà. Non, 20 minutes de Lyon. Qui a fait une jungle room, donc qui est un logement aussi atypique et qui cartonne. Tu vois. Donc, oui, dans les grandes villes, ça fonctionne. Et je dirais même que les grandes villes comme Alain, tu vois, Alain, je te parlais qu'il avait une stratégie différente de moi, c'est qu'il loue un peu moins, mais par contre, il loue beaucoup plus cher. Mais c'est grâce aussi au fait qu'il est à côté de Paris, où le Et ouais. pouvoir d'achat est nettement supérieur à Saint-Etienne. Alain, il loue rarement une nuit en dessous de 200 euros la nuit. Tu vois. Donc, c'est pour ça ensuite- qu'il a des chiffres qui sont énormes d'ailleurs. Et ensuite, dernière réponse à ta question, bah, c'est tout simplement les dizaines et les centaines de participants qu'on a accompagnés aujourd'hui, tu vois. Et on le voit, les logements atypiques poussent au Havre avec Marius récemment, à Rouen, dans le sud de la France, à Nice, à Cannes. On a même Donc, des personnes dans les dom-toms. enfin, Ouais, les logements atypiques viennent de tous bords parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est des caractéristiques de ville. C'est-à-dire que la méthodologie Mon Plan Immo qu'on a appliquée à Saint-Étienne, elle s'applique partout en France à condition de respecter les caractéristiques de la ville et les critères qu'on donne aux gens pour pouvoir investir. C'est-à-dire que tu peux pas investir de partout, mais tu peux investir de partout dans des villes qui ont certaines caractéristiques propices pour le développement d'un logement atypique. Ok. Est-ce que, sans vouloir comparer Mon Plan Immo et McDonald's, Ouais. est-ce qu'on peut dire que par exemple McDonald's ont une recette de burger et que le burger, que ce soit à Dubaï, à Paris, à New York, c'est le même parce que c'est tout le temps la même étape qui est respectée. Et finalement, c'est cette même étape que vous enseignez et qui, lorsqu'elle est respectée, que ce soit à Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, etc., vous permet de garantir des résultats à chacun des Déjà deux participants. choses par rapport à McDonald's. Alors, je sais que t'es en jet, Alex. Hein, ouais, Ouais, c'est vrai que. Pourtant, j'aime bien quand je vais dans une ville étrangère, j'aime bien goûter parce qu'il y a toujours une petite différence malgré ça. Mais en effet, la méthode et la recette est respectée. Donc, moi, je dirais qu'en effet, si tu suis la méthode, il n'y a pas de raison de se tromper. Et justement, pour faire le parallèle à McDo, en général, quand dans une ville il y a un McDonald's, c'est très bon signe. Quand un gros comme McDonald's s'impose, c'est qu'il y a une microéconomie. Et notamment, il y a beaucoup de villes en France. Et c'est pas des mégalopoles, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Singapour, c'est pas Dubaï, où il y a des McDo. Et s'il y a un McDo, c'est qu'il y a des personnes qui consomment. Et moi, souvent, je m'implante dans des villes où il y a des McDo. Ou s'il y a des McDo pas très loin. Ok, super intéressant. Du coup, on va pouvoir vraiment faire cette bascule là sur le sujet un peu plus Allons-y. perso, fun. À quoi ça ressemble de passer une journée avec Anthony et Alexandre? C'est cette casquette d'investisseur, cette casquette de formateur. Je sais que vous avez des valeurs liberté qui sont quand même assez fortes. Tu le disais tout à l'heure, on en a même parlé en off. Anthony, tu Yes. me disais que tu préférais gagner moins d'argent et avoir plus de temps pour tes proches, etc. C'est évident. À quoi ça ressemble de passer une journée avec toi finalement? C'est un mix entre plusieurs choses aujourd'hui. Hein. C'est un mix où on est dans une phase avec Alex, vraiment, tu nous prends aujourd'hui, où on est vraiment dans une phase de réflexion et de vision. Donc il y a beaucoup dans notre quotidien aujourd'hui de brainstorming. On discute tout le temps avec Alex. On sort de la partie opérationnelle, mais on discute énormément sur le futur, les prochains logements atypiques, le développement de Mon Plan Immo. Donc on essaie vraiment d'avoir cette posture-là, d'anticiper le futur. Donc il y a énormément de temps dans notre quotidien qui est consacré à ça. Tu vois, la vision de notre entreprise et la vision de nos logements atypiques. Et après, honnêtement, moi je suis quelqu'un où je veux accorder beaucoup de temps à plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Donc en fait, mon temps, je le split entre bien évidemment Mon Plan Immo. Mon Plan Immo, je dirais que c'est essentiellement aujourd'hui de la création de contenu, bien évidemment. Donc que ce soit des vidéos YouTube, des réels avec Alex, le développement de tout Mon Plan Immo, tout simplement. Et le suivi des participants, j'allais oublier le J'allais plus dire, important. effectivement, ça doit prendre pas mal de temps. Tu disais réponse en 24 heures, etc. Bah nous, on répond sur les chats quotidiennement, sous 24-48 heures. On a les lives chaque semaine, plus on rajoute des bonus aussi. Donc voilà, on est présent pour les participants et sur toute cette partie Mon Plan Immo. Mais après, moi, voilà, j'accorde vraiment énormément d'importance à ma compagne. Tout simplement, moi, je veux être quelqu'un de présent avec ma compagne, pour mes futurs enfants aussi, présent pour nos parents, présent avec mes amis. C'est quelque chose que je me refuse de négliger. Donc là, aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui est dur pour moi, par exemple, parce que je sens que le développement est tel que c'est compliqué. Que c'est compliqué, tu vois, de pouvoir tout faire et d'essayer d'être présent pour tout le monde. Donc je le fais un peu moins que quand j'étais prof de PS. Parce que là, on va dire, c'était le Graal en termes de temps pour pouvoir me splitter, parce qu'en plus, j'avais aucune
aucun tracas psychologique, on va dire. Mais ouais, mon quotidien, c'est un peu ça, si tu veux. C'est un mix entre tous les éléments que je viens de te citer et aussi le sport. Voilà. Donc moi, beaucoup de paddle en compétition aussi. Donc j'ai envie de me challenger encore plus parce que là, j'ai un peu laissé le paddle de côté ces derniers temps. Mais ouais, sport, amis, compagne, famille, mon plan IMO, logement atypique. C'est un petit peu comme ça qu'est rythmé mon quotidien aujourd'hui. Ok, et je suis curieux du coup, Alexandre, toi, comment est-ce que tu t'organises? Je sais que vous êtes en plus les extrêmes opposés. Ouais, on est assez différents. Donc moi, j'aime bien être très structuré. J'ai tendance, et c'est marrant, donc déjà les logements atypiques c'est totalement automatique et heureusement d'ailleurs parce qu'aujourd'hui avec le développement de mon pays ça nous prend du temps et c'est aussi volontaire. J'aurais pas le temps honnêtement de gérer mes biens atypiques. Donc déjà c'est la seule partie et si j'arrive à automatiser mon plan IMO et tout le reste, honnêtement je serais sur une liberté qui est exceptionnelle. Mais moi pour t'expliquer un petit peu plus mes journées, donc on parle beaucoup avec Anthony, donc voilà, faut être deux pour discuter, on parle. Parfois un peu trop. Ce matin, on était à la piscine, on parle, mais par contre, voilà, c'est ça que j'aime, c'est qu'on parle, on était dans une piscine. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est de pouvoir voyager, d'être libre, d'aller où je veux et quand je veux. Et ça, je l'ai toujours été, ça a toujours été ma priorité, pas forcément de voyager, mais d'être libre. Moi, c'est pour ça que le salariat, j'y suis resté pas longtemps. Pourtant, ça se passait très bien, mais je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je veux me débrouiller. Quand les profs à l'école ils me disaient faut faire tes devoirs, j'avais pas envie de faire mes devoirs. J'étais obligé de les faire, donc ça me faisait chier. Et moi, ce que j'aime dans ça, c'est ça me permet d'être libre et je fais ce que je veux. Donc pour rythmer un petit peu mes journées, donc c'est beaucoup mon plan IMO aujourd'hui, pour tout te dire, qui nous prend du temps parce qu'on accorde énormément d'importance à la réussite de nos participants pour qu'ils arrivent dans les mêmes steps que nous, qu'ils en développent un, qu'ils en développent même plusieurs. Donc ça passe par des réunions, ça passe par de la création de contenu, comme Anthony. Ça passe aussi par des voyages. Je suis un petit peu moins qu'Anthony sur le sport, même si je commence un petit peu à m'y mettre. Je comprends aussi, et moi je marche beaucoup comme ça, que le fait de faire du sport me permet d'être une meilleure version de moi-même. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je cherche, c'est d'être la meilleure version de moi-même, que ce soit au niveau sportif, au niveau entourage avec mes proches, parce que quand tu crées quelque chose comme mon plan IMO, et aujourd'hui on est très fiers et très heureux, ça s'est énormément développé, on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on est très présent, et ça demande de négliger certaines choses qui sont très importantes pour Anthony, mais aussi pour moi. La famille, les amis, la compagne. Et du coup, j'essaie vraiment de me recentrer sur qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me plaît, et d'accorder du temps vraiment à tout ça. Et en trouvant aussi mon équilibre personnel, parce que le but de la vie aussi, c'est d'être heureux et de se dire aussi qu'est-ce qui me rend heureux. C'est en effet de développer des projets. Moi, j'adore ça avec mon plan IMO. Donc, je dirais que ça prend 30% de mon temps, mon plan IMO. La gestion de mes biens, ça me prend 5% de mon temps. On va dire que je vais avoir 10% pour la réflexion des nouveaux projets atypiques. Et le reste, ça va être du travail, en effet, du sport, la famille, les amis et la chérie. Ok. C'est quoi un petit peu qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années en termes d'objectifs? En numéro 1, que nos participants réussissent partout en France à développer de super projets atypiques avec beaucoup de cash flow, plein de réussite, que ça puisse créer des vrais déclics en eux, qui puissent peut-être changer de vie, améliorer leur quotidien. Tu vois, je pense que c'est vraiment le truc numéro 1. Non, et puis après, qu'on continue de s'épanouir dans ce qu'on fait, dans mon plan IMO, qu'on continue nous aussi de ne pas oublier de faire de très beaux projets atypiques. Et aussi, je dirais, on a cette vraie volonté de faire connaître les logements atypiques à tous les Français. Ouais, démocratiser tout ça. Et vraiment, c'est vraiment un challenge. Aujourd'hui, tu vois, on marche beaucoup au challenge avec Anthony. Et aujourd'hui, on est très présent, par exemple, sur Instagram. On a quasiment 100 000 abonnés à l'heure où on tourne le podcast. Et là, on a un nouveau challenge, c'est YouTube. Et on veut vraiment que tout le monde sache ce qu'est un logement atypique. On veut vraiment démocratiser ça, quitte à peut-être, dans le futur, je nous le souhaite, développer peut-être même aller voir des hôtels atypiques en France et même partout à l'étranger. Ok, super intéressant. Comment ça se passe si par exemple la personne qui nous regarde derrière cet écran elle a envie de vous rejoindre et a envie d'en savoir plus sur vos programmes, sur ce que vous faites? Est-ce qu'on a la possibilité de mettre un petit lien pour échanger avec vous parlez tout à l'heure de l'équipe de recrutement de personnes. J'imagine que vous êtes sélectif du coup sur les personnes que vous accompagnez. Tu disais que tu voulais connaître toutes les personnes. C'est évident. En fait, dans un programme comme le nôtre, tu es obligé de passer par une phase de candidature parce que peut-être que tu as l'envie d'intégrer l'aventure, mais peut-être que ta situation ne le permet pas. Donc, c'est important d'avoir ce filtre-là. Et peut-être aussi, nous, tu vois, pour augmenter aussi la satisfaction, et c'est normal, pour éviter la déception des gens, moi, j'aime bien montrer aux gens vraiment de A à Z tout ce qu'il va y avoir dans le projet.
et dans l'accompagnement. Donc c'est important de passer par cette phase de candidature pour que les gens voient les vidéos, voient les modules, voient l'accompagnement, voient comment ça se passe. Et si ça marche, avec plaisir et on travaille ensemble. Et si ça marche pas, dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais ouais, on te mettra un lien dans la vidéo pour pouvoir avoir accès au personnel de l'équipe de recrutement pour pouvoir accéder au programme. Ils auront aussi bien évidemment le lien pour Instagram, c'est là où on partage plus de contenu, où il y a toutes nos vidéos, où ça permet un petit peu de voir vraiment ce qu'on fait et de si ça plaît à la personne. Donc ouais, Instagram, les liens pour échanger avec un membre de l'équipe et puis avec grand plaisir d'intégrer plusieurs personnes qui auront écouté ce podcast. Moi. Ok, franchement les gars, merci beaucoup. Merci d'avoir déjà accepté cette invitation. Merci d'avoir été clair et transparent sur tout votre parcours et toutes les stratégies que vous avez mis en place. Yes, merci à toi, Mouad. C'était un plaisir d'être ici, franchement. Merci à toi pour l'invitation. On espère que ça plaira à tes auditeurs. En tout cas, nous, ça a été pour ma part un plaisir de le tourner. Faites-nous le savoir, en tout cas, dans les commentaires. Laissez le petit pouce bleu si vous avez apprécié ce podcast. Puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci les gars. Merci.